Bonjour à tous. Je suis heureux d'introduire ce nouvel épisode du cycle de séminaire at Systemix pour lequel on a un invité qui nous vient de Lyon, Alexandre Ossem, avec qui j'ai par le passé eu quelques travaux et en tout cas quelques suivis de travaux communs. Il est d'un laboratoire qui s'appelle le LIRIS, un laboratoire un petit peu sur les sujets qui nous concernent, des sujets data, des sujets traitement d'images, et enfin un certain nombre de sujets qui pourraient l'interroger là-dessus sur l'ensemble des équipes. C'est un gros labo. Il se trouve que d'ailleurs, comme vous le savez sans doute, on monte une antenne à Lyon et le LIRIS sera sans doute un partenaire académique d'intérêt pour Systemix à Lyon. Et aujourd'hui, Alexandre va nous parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur, un sujet sur l'inférence causale. Les sujets de causalité sont un des défis scientifiques qu'on a pointé avec le Conseil scientifique et technologique comme quelque chose sur lequel il fallait qu'on réfléchisse et pour lequel peut-être certains projets devront adresser ce défi scientifique. Et donc, ces connaissances sur le sujet, les paradoxes que cela peut induire, voilà un sujet, à mon avis, intéressant à partager avec Systemix. Et je remercie Alex d'avoir traversé, d'avoir fait le trajet depuis Lyon pour nous faire cette explication et ce petit tutoriel. Voilà. Donc voilà, je viens de Lyon, donc j'anime une petite équipe dans un laboratoire à Lyon, dans le laboratoire le LIRIS, une équipe qui s'appelle Data Mining et Machine Learning, comme son nom l'indique, donc essentiellement centrée sur les données, avec toutes les problématiques d'extraction de connaissances dans les données à des fins prédictives, de sélection de variables, etc. Est-ce qu'il y a un problème de micro? C'est peut-être que je le tiens mal alors. Vous m'entendez mieux? D'accord. Et pour la petite histoire, je me suis au départ intéressé aux files d'attente. C'est le phénomène d'attente que connaît Patrice dans les réseaux télécoms. Et de fil en aiguille, il y avait des analogies entre les files d'attente et des réseaux de neurones. Un neurone était une file d'attente. Il recevait des signaux, il les captait dans sa file d'attente, il les libérait, etc. Il y avait des signaux positifs et négatifs. Et c'était une initiation des télécoms à l'intelligence artificielle, au réseau de neurones. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé aux réseaux de neurones récurrents, des phénomènes de mémoire dans le réseau de neurones récurrents, leur capacité à reproduire des attracteurs chaotiques, à faire de la prévision sur les séries chronologiques. Mais le gros défaut à l'époque, hélas, que j'ai vu, puisqu'en fait c'est un total renouveau des réseaux de neurones, c'était que c'était une boîte noire, pas intelligible, où la communication avec des experts du domaine était quasiment impossible. Puisqu'en fait, c'est une boîte entrée-sortie, on fait des très très bonnes prédictions. C'est d'ailleurs un des problèmes du deep learning aujourd'hui. Ça marche très bien, mais bon, on ne comprend pas trop comment ça marche. C'est finalement que de l'optimisation, et un expert du domaine ne voit pas sa connaissance dans la boîte. Et arrivé à Lyon, où j'ai eu un poste de prof, j'ai réorienté ma recherche vers des boîtes dites grises ou blanches, comme vous préférez, où c'est toujours un réseau de neurones, mais le neurone n'est plus un neurone, c'est une variable aléatoire. Et les flèches représentent quelque chose sémantiquement qui, pour moi, pourrait être interprété comme une relation de cause à effet. A flèche B, je l'interprète comme A agit sur B, etc. Et il y a toute une théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est la théorie des modèles graphiques probabilistes. Et nous, on va en avoir un modèle qui est un modèle qui s'appelle un réseau bayésien, et de voir ses applications justement à la causalité, à l'explication des paradoxes. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'application en fait, de ces modèles graphiques probabilistes dirigés à l'inférence causale, d'une part. Qu'est-ce que c'est que l'inférence causale? Et on va voir qu'on peut intégrer des choses jugées très complexes, c'est-à-dire les biais. Qu'est-ce qu'on appelle un biais? Des biais de sélection, des biais de confusion, des biais de données manquantes. Quand vous avez des données avec des données manquantes, ça peut résulter à faire des prédictions biaisées. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra. Et surtout, je ferai la lumière en fait, sur des grands paradoxes et controverses, et c'est surtout ça qui m'intéresse beaucoup. Les paradoxes et les controverses du XXe siècle en sciences sociales et médicales qui ont défrayé les chroniques à l'époque et qui sont encore aujourd'hui très peu comprises dans le milieu médical épidémiologique. Il faut savoir que la causalité, c'est encore un sujet de contestation très tabou pour peu qu'on travaille avec des médecins ou des gens, des épidémiologistes. Alors, j'évoquerai aussi comment
l'inférence causale a permis aussi de faire la lumière sur les discriminations. Les discriminations raciales, sexuelles, à l'embauche et au salaire. Et c'est très curieux de savoir comment on démontre qu'il y a discrimination homme-femme au salaire, par exemple, des choses comme ça. Donc on va voir... voilà. Alors je me ferai l'écho des travaux de quelqu'un que peut-être vous connaissez tous, Judea Pearl, qui est quelqu'un de très important aux États-Unis, enfin en tout cas dans le domaine de l'IA, qui a reçu le prix Turing en 2011, sur ses travaux en intelligence artificielle, sur les modèles graphiques. C'est lui le père des réseaux bayésiens. Et surtout, il a eu la clarté d'utiliser ces modèles pour intégrer des mécanismes qui étaient assez nouveaux. Comment on représente des mécanismes de sélection, j'en parlerai en long et en travers. Je pense que ce tutoriel est aussi, en tout cas il a été pour moi, bénéfique, salvateur, parce qu'en fait on est noyé dans un discours ambiant aujourd'hui qui nous cherche à convaincre. Convaincre, c'est quoi? Convaincre de réforme, convaincre de changement, le changement. Et comment on fait la convaincre? C'est exhorter les autres à agir. Avant tout à penser comme soi, mais dans un but d'action. Or, c'est pas très loin de la persuasion et c'est non plus très éloigné de la manipulation. Et on va voir que dans les paradoxes, pour peu qu'on sache les utiliser et qu'on ait compris les mécanismes, on peut soi-même en jouer pour tromper son auditoire, comme un tour de magie, et on peut aussi tromper soi-même. Et si vous êtes comme moi, par exemple, vous allez dans les magasins bio, vous lisez les petits journaux comme ça, on ne parle que de relations associatives entre ça et ça. Est-ce que manger bio, c'est bon pour vous? Bah oui, il paraît que l'espérance de vie augmente. Manger bio, c'est bon, statistiquement. Est-ce que moi, je vais manger bio qui ne mange pas bio? Ça, c'est une autre question. C'est une question causale. Et pour pour bien que tout le monde ait compris la différence, mais je pense que vous l'avez tous compris, j'ai tendance à dire, quand je vois un parapluie ouvert, je sais qu'il pleut. Je pense qu'il pleut. Par contre, si je sors et que j'ouvre mon parapluie, il ne va rien se passer. J'ai un très bon prédicteur de la pluie, mais la cause à effet, c'est autre chose. Voilà. Et on va voir tous les pièges que recèle la causalité ensemble. Alors, je vous parlerai donc très rapidement, donc ça c'est le résumé de ma présentation. Je commencerai par rappeler, alors je sais que vous avez déjà eu des présentations sur les réseaux bayésiens, c'est quand même quelque chose qui est assez connu. Donc je vous parlerai des réseaux bayésiens en tant que support de dépendance, de relation d'indépendance. Et on verra que ce graphe, on peut très facilement l'interpréter comme un graphe causal. Donc on appelle ça un diagramme causal, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je vous introduirai donc comment manipuler ce graphe, qui est un graphe probabiliste, pour en faire un graphe et faire des inférences causales dans ce graphe, via ce qu'on appelle le théorème de manipulation, qui est une certaine ablation dans les équations, mais ça reste très très simple. Je vous parlerai aussi des grands pièges, et qui expliquent d'ailleurs la majorité des paradoxes, les pièges liés aux variables de confusion. Alors, j'en reparlerai, mais souvent, l'épidémiologiste cherche à contrôler des variables qui vont confondre ou corrompre ce qu'ils cherchent à mesurer. Et tous les médecins, les médibiologistes, en fait, même s'ils ne le disent pas, ils veulent une relation de cause à effet. C'est ça le Graal, c'est ça le rêve, la relation de cause à effet. Est-ce que prendre ce médicament ou ce produit aura un effet bénéfique sur votre santé? Voilà. Alors, la question, c'est que pour répondre à cette question, il faut agir sur le monde. Or, de plus en plus, vous savez qu'on croule sous les données observationnelles, puisqu'elles viennent à nous, ce n'est pas nous qui allons les chercher. Et la question, c'est comment j'ai des données observationnelles, je peux quand même malgré tout faire de la causalité. Et c'est ça l'enjeu des 20 dernières années sur la causalité. Voilà. Alors, ce que j'adore, donc, c'est les controverses. Donc, on va en voir quelques-unes. Donc, je vais vous énoncer ces controverses, certaines que vous connaissez peut-être. Donc, le premier paradoxe, alors ils datent tous des années du siècle dernier. Le premier, c'est le paradoxe de Bergson, et c'est à peu près le plus simple. Alors, il dit à peu près la chose suivante. Alors, je vais le reformuler avec vous. Il y a deux raisons pour la... Enfin, plus vous me connaissez, moins vous aimez la causalité, parmi vous tous. Il y a une corrélation négative entre le fait que vous me connaissez et vous aimez mon sujet.
négative. Et en fait, c'est que vous n'êtes pas un tirage aléatoire. En fait, votre présence ici est influencée par 2 critères, au moins 2 critères. L'une, comme Patrice, nous nous connaissons, donc Patrice vient me voir. L'autre, vous êtes intéressé par le sujet, vous venez. Et rien qu'en disant ça, ces 2 facteurs sont indépendants, ils deviennent négativement corrélés dans la population qui est ici. Dit autrement, dans les années 80-90, je m'en rappelle, on disait que plus tu es exposé à un produit toxique, plus tu t'en protèges, tu te protèges du cancer associé par exemple, tu es exposé à l'amiante, alors ton corps va développer des protections contre le cancer de la plèvre. Corrélation négative, plus tu es exposé, moins tu as la maladie. Et simplement, le biais venait du fait que la population d'études n'était pas un tirage aléatoire, c'était beaucoup de personnes, mais des personnes qui étaient passées par l'hôpital. Et là, c'est comme vous ici, vous ne passez pas à l'hôpital comme ça, vous n'êtes pas inscrit à l'hôpital pour... C'est qu'il y avait des raisons pour lesquelles vous êtes allé à l'hôpital, et je viens d'en citer 2, médecine préventive et le traitement de la maladie. Et donc, tout de suite, je crée une corrélation négative qui a défrayé la chronique pendant des dizaines d'années, dans les années 70-80, qui a donné lieu à des publications pour essayer de comprendre. Et je vous laisse imaginer ce que peut vouloir dire comme message de santé publique. Il faut être exposé à des produits toxiques pour s'en protéger. On était dans le flou. Aujourd'hui, on comprend ce biais. Alors ça, c'est le paradoxe de Bergson, donc 1946. Alors, un autre paradoxe assez étonnant dit la chose suivante, ça s'appelle le birth rate paradoxe. Donc, une femme qui fume a plus de chances d'avoir un enfant précoce, un enfant prématuré, pardon. Et un enfant prématuré a une espérance de vie, pardon, c'est pas du tout pareil, a une espérance de vie beaucoup plus faible qu'un enfant non prématuré. Donc vous avez fumer augmente le risque d'avoir un enfant prématuré, et être prématuré augmente, évidemment, réduit l'espérance de vie. Mais fumer aussi réduit l'espérance de vie de l'enfant, indépendamment du fait qu'il soit prématuré ou pas. Donc fumer n'est vraiment pas bon. Soit il y a une cause directe sur l'enfant, soit c'est via le fait qu'il est prématuré. Maintenant, imaginez la scène suivante. Un médecin reçoit dans son cabinet une femme avec un enfant, et l'enfant est prématuré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il pose la question à la mère, est-ce que vous fumez, madame? La mère répond oui, et lui dit c'est une bonne nouvelle. Oui. Alors que fumer, c'est très très mauvais. Voilà. Et ça, on va expliquer ce paradoxe. Ça s'appelle le paradoxe qui a donné lieu à des publications, parce que c'est vraiment tiré de la réalité. Le fameux paradoxe de Simpson. Alors je pense que certains doivent le connaître. Alors il dit la chose suivante. Il dit que si vous prenez ce traitement, cette nouvelle molécule, alors vous allez guérir plus facilement que si vous ne la prenez pas, dans la population générale. Maintenant, si on regarde chez les hommes, c'est l'inverse. Cette molécule, il ne faut mieux pas la prendre. Mais chez les femmes non plus, il ne faut pas la prendre. Donc la molécule, ce traitement, ce médicament n'est pas bon pour les hommes, il n'est pas bon pour les femmes. Mais dans la population générale, il est bon. Alors ça vous paraît absurde, évidemment. Ça vous paraît absurde, c'est un paradoxe. Et c'est un des paradoxes qui a défrayé aussi la chronique, ça s'appelle le paradoxe Simpson. C'est que quand je rajoute une troisième variable, homme-femme, mais j'aurais pu couper différemment la population, eh bien c'est bien une partition, il n'y a pas de piège. Le médicament n'est pas bon pour les hommes, c'est-à-dire qu'il réduit l'espérance de vie. Il n'est pas bon chez la femme, il réduit l'espérance de vie, mais par contre, collectivement, c'est bon, il est bon. Donc en fait, si vous voulez pousser l'extrême, c'est-à-dire quelqu'un frappe à la porte, vous êtes médecin, vous lui dites, oui, tu peux prendre le médicament, mais dès qu'il rentre, c'est soit un homme, soit une femme, vous lui dites non. Oui, on obtient donc des choses totalement absurdes. Mais là, en fait, vous êtes manipulé, puisque je vous parle, vous êtes en train de traduire en termes causaux, simplement des choses que pour l'instant, je ne parle que de statistiques, que de données. Or, voilà. Et le troisième point où je voulais venir, c'est que le discours ambiant cherche à persuader, et parfois, même par exemple, j'en parlerai dans un instant si j'ai le temps, mais en tout ce qui est la prévention routière, on parlait à midi des caméras dans les villes pour réduire la criminalité, les délits, etc. Sur quelle base
ont-ils décidé de mettre des caméras, sur quelle base on décide de faire des réformes, etc. C'est sur des statistiques comme ça, mais qui parfois prennent un discours en fait, qui prend les dehors de la raison, l'apparence de la raison, mais qui est erroné. On va voir que dès qu'on se base sur des observations, on arrive à dire n'importe quoi. Alors, dans les faits, Pearl montre sur un exemple édifiant que fumer, c'est bon pour la santé. Comment il le fait? En fait, il utilise les arguments qui datent de 80, quand Philip Morris aux États-Unis a été... tous les producteurs de tabac ont eu un litige juridique, évidemment, avec les associations, avec le ministère de la Santé aux États-Unis. Ça a duré 15 ans, c'est un procès qui a duré 15 ans. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Philip Morris a fait venir des statisticiens, et on verra les arguments qu'ils ont mis en avant. Mais c'est des arguments complètement valables, sans remettre en cause que quelqu'un qui fume a 5 fois plus de chances ou 10 fois plus de chances d'avoir un cancer, sans remettre en cause les données. Simplement, démontrer que la cigarette est mauvaise pour la santé, c'est plus compliqué que ça. Et on va voir que sous couvert qu'on rajoute des variables latentes, génétiques, etc., on arrive à inverser l'effet de la fumée, c'est-à-dire l'effet est bénéfique sur vous, malgré les données, malgré le fait que plein de gens ont le cancer. Ce n'est pas incompatible. Et on va le voir, on va le démontrer même. Et puis, celui que je préfère, concerne la discrimination. Alors, vous savez qu'il y a évidemment de nombreux litiges juridiques qui portent sur la discrimination. Et c'est un sujet évidemment d'actualité. Alors, donc, à l'ONU, il y a régulièrement des journées de la femme. Alors, vous savez qu'à compétences égales, les femmes sont moins payées. Et de combien? De l'ordre de 10%. Alors, je pense que c'est une moyenne mondiale. Hein. Le salaire est de 10% plus faible. Et quelqu'un de malin aurait pu répondre, OK, les femmes sont moins payées à qualification égale, mais les hommes sont plus qualifiés à salaire égal. Donc c'est bon. Vous voyez? Et les deux sont vrais dans certaines populations. Et en tout cas, c'était le cas aux États-Unis dans les années 50. Et dans les journaux de sciences humaines, etc., prend le bas de combat, on avait trouvé ça, du coup on ne savait plus conclure, on est en train de dire tout et son contraire. Et c'est là que je parle de manipulation. Parce que si les deux sont vrais, est-ce qu'il y a discrimination et qui est discriminé finalement? Et il y a des populations dans lesquelles ces deux sont vrais, on va voir pourquoi. Mais simplement il y a un biais, il y a un discours fallacieux, il y a une des phrases qui cherche à vous manipuler et l'autre qui dit une vérité. Laquelle? Alors on se doute bien que les femmes la première est probablement la vraie. Mais la deuxième vient contrecarrer, semble dire le contraire de la première, et pourtant, elle reste vraie, mais elle ne démontre rien. Je vous parlerai aussi, très brièvement, pas de paradoxe, mais quand on fait des réformes, souvent, par exemple, dans la région parisienne, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité routière, a fait des statistiques sur tous les carrefours de Paris, et s'est dit, oh, il y a beaucoup donc une statistique sur les accidents dans les carrefours. Donc 300 carrefours sont analysés, 300 statistiques sur les accidents, pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 30 carrefours sur les 300, les plus, on dit accidentogènes, où le niveau d'accident était le plus élevé. Ils ont mis des caméras. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les 3 ans après qu'ils aient mis les caméras, il y a une réduction de 50% du nombre d'accidents dans ces carrefours. Eh bien, bingo. Du coup, ils ont décidé de faire ça sur toute la France. Simplement, est-ce que ça, c'est une bonne stratégie? Eh bien, on va voir que non, pas du tout. Quand on fait ça, ils ont fait quasiment n'importe quoi. Quelque part, ce n'est pas une bonne démarche. Et on va vite comprendre qu'il y a eu un piège dans cette action. Alors, donc voilà, je vous ai laissé 5 paradoxes qui peuvent, en tout cas qui détonnent et qui interpellent le bon sens, et parce que le bon sens est mis à mal. C'est pour ça qu'en fait dans les paradoxes, ce que j'aime, c'est un peu le tour de magie. Et c'est bien d'avoir les outils qui vont permettre de décortiquer et de comprendre l'aspect fallacieux, l'aspect trompeur de ces discours. Je vous parlerai aussi donc très rapidement d'une étude de cas où l'impact des pesticides sur les cultures,
C'est une action causale, évidemment. Et puis, alors, le thème qui, moi, m'est un peu plus cher, c'est donc comment, avec ces modèles-là, on peut représenter des biais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais? C'est quand je cherche à mesurer, par exemple, l'effet de X sur Y, hein, un traitement sur... J'aimerais que ce calcul ne soit pas entaché d'erreurs, et des erreurs qui viennent perturber ma relation. Alors, on va voir ça tout à l'heure. Et pareil, il y a la même chose sur les données manquantes et sur les biais de sélection. Donc, les biais de sélection, j'ai commencé à vous en parler. Hein, si je fais des statistiques sur des cohortes qui ne sont pas tirées au hasard dans la population. Alors, je m'inspirais donc des travaux, évidemment, c'est un tutoriel d'ailleurs, des travaux de Judea Pearl, qui a reçu le prix Turing en 2011 pour ses travaux en intelligence artificielle sur les modèles graphiques et sur l'usage des modèles graphiques en inférence causale, et c'est lui qui a beaucoup parlé sur des paradoxes. Alors il faut savoir que c'est quelqu'un de courageux, parce que c'est quelqu'un qui s'est heurté frontalement avec les sciences médicales, qui avaient des pratiques qui dataient d'il y a un siècle, sur l'analyse des relations, des associations statistiques entre les médicaments, etc. Et lui a remis ça en cause, et surtout a pointé du doigt les erreurs dans ces relations. Et d'ailleurs, je terminerai donc mon introduction qui est un peu longue, quand même pour vous dire que si vous êtes habitué à lire un peu des revues de santé, est-ce que le curcuma c'est bon? Bah oui, c'est très bon le curcuma, c'est bon pour votre foie, etc. Et ben, l'année suivante, vous pouvez être surpris de voir que ah ben non, finalement, le curcuma, c'est pas si bon. Il y a une autre étude qui est sortie et on n'arrête pas de jongler entre. Hein, je vois. Et ben moi, ça m'a toujours surpris. Ben maintenant, j'ai la réponse. On va voir. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que tout ça, c'est des biais. On passe d'un biais à l'autre, on oscille comme ça, et on verra que en fait, même les bonnes pratiques sont extrêmement compliquées. Et c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. C'est que c'est très très dur de voir, sans faire d'expérimentation, si tel produit est bon pour la santé. Alors, je vais commencer donc peut-être... alors, je pense que j'en étais là. Alors, bon, très rapidement, vous dire que l'intelligence artificielle, en tout cas, en machine learning, que les probabilités jouent un rôle central. Je pense que vous êtes tous au courant. Donc, en fait, Bishop, qui est quelqu'un de connu dans la communauté, lui, en fait, dans son livre, il commence par dire, en fait, j'ai besoin que de deux choses. Hein, une probabilité de X, je peux la marginaliser, et la règle de Bayes. Voilà. Et en fait, j'articule ces deux règles, qui sont des règles élémentaires en probabilité, et j'arrive à faire de l'inférence. Alors, je ne rentre pas dans le détail, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est des choses simples. Alors là, je fais une incursion dans quelque chose qui peut paraître un peu pénible à lire, c'est l'indépendance conditionnelle. Alors, pourquoi? Parce qu'un graphe probabiliste, ce qu'on appelle un réseau bayésien, c'est une structure qui permet d'encoder des relations d'indépendance conditionnelle. Alors, la définition qui est là, en plus, ce n'est pas celle que je préfère, mais elle a un avantage. Elle dit x, y sachant z, x et y sont indépendants sachant z, deux événements sont indépendants ou deux variables sachant une troisième. Ça veut dire, en clair, que la probabilité de x, y sachant z, c'est probabilité de x sachant z fois p y sachant z. En fait, c'est comme l'indépendance classique. En fait, globalement, quand je sais z, quand je sais un événement z, x et y sont indépendants, ça veut dire que l'un ne m'apporte pas d'informations sur l'autre. Voilà. Si j'ai lu le journal ce matin, alors peut-être qu'il y a deux choses qui... Enfin, ouais, c'est peut-être un mauvais exemple, mais je vous en montrerai des indépendances conditionnelles. En tout cas, ici, il y a écrit... Ah ben, il y a écrit la chose suivante, c'est que des indépendances conditionnelles, il peut y en avoir, c'est un groupe de variables indépendant d'un autre groupe de variables, sachant un groupe de variables. Et une distribution de probabilité, c'est quoi? C'est les probabilités de x, y et z, etc. Donc, probabilité conjointe. Le rêve de l'IA des années 80, c'est de stocker cette probabilité et de la compresser, comme une image JPEG. Et comment on compresse une image? Alors, je vous laisse y réfléchir, mais comment on compresse une distribution? En utilisant ses propriétés. Et les propriétés les plus simples, c'est l'indépendance. Par exemple, alors je ne rentre pas dans le détail, je suppose que vous êtes un peu au fait des probabilités, mais l'indépendance est une façon de compresser. Et c'est ça qui animait, c'est la structure en fait d'une probabilité. Et c'est ça qu'on voulait compresser sous la forme d'un graphe.
Alors, le problème, c'est que l'indépendance conditionnelle, ok, donc c'est très intéressant, mais en fait, il y a des axiomes qui vont pouvoir en générer d'autres. Si vous connaissez certaines indépendances conditionnelles, par exemple ici, vous voyez, si x et y sont indépendants, bah, y et x sont indépendants. C'est le premier axiome, symétrie, etc. Il y en a d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, vous avez, je pense qu'il y a Philippe Leray, qui était un collègue qui a parlé des réseaux bayésiens, je pense qu'il a dû en parler. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir un graphe. Alors, je vous montre d'abord le graphe. Là, je suis allé dans le futur. Ça, c'est un graphe, et ça va stocker des indépendances conditionnelles. Alors, je reviens en arrière, simplement pour dire, je vais utiliser un réseau bayésien comme un support pour dire qu'est-ce qui est indépendant et pas indépendant, sachant quelque chose. Alors, bon, enfin, j'en reparlerai tout à l'heure. Et l'avantage des graphes, ben, on rentre dans la théorie des graphes, on va pouvoir manipuler des chemins, etc. Et on est beaucoup plus à l'aise, déjà pour communiquer, et puis pour lire sur les graphes avec les yeux, sans avoir à utiliser des axiomes compliqués qu'on ne maîtrise pas. L'inconvénient, c'est que si vous regardez, alors bon, pour faire simple, SAP, c'est toutes les distributions de probabilités possibles. Eh bien, les DAG que vous voyez ici, Directed Acyclic Graph, donc les réseaux bayésiens, ne sont qu'une sous-partie possible de toutes les distributions de probabilités. Et pour être technique, il y a combien de DAG possibles? Globalement, on peut arriver à un calcul rapidement à 2 puissance n carré ou des choses comme ça. Ou même de graphes avec des types d'arcs différents. Il y a n carré couple, et pour chaque couple, vous avez plusieurs types d'arcs. Alors si vous faites du dénombrement, tout de suite, vous arrivez à quelque chose d'un peu surexponentiel, mais ça reste, en fait, ça reste, bon, c'est surexponentiel, c'est en 2 puissance n carré, des choses comme ça. Par contre, c'est quoi une distribution de probabilité? Je la représente uniquement par des indépendances conditionnelles. Et là, je reviens en arrière juste un instant. Non, là, je vais en avant. Ici, il y a combien... Donc, quand j'ai une distribution de probabilité, je vais stocker, moi, toute la liste des indépendances conditionnelles possibles. Il y en a combien? 4 puissance n, mais en fait, une distribution, c'est un sous-ensemble de ça. Donc, c'est 2 puissance 4 puissance n. Donc, tout ça pour vous dire que les distributions, c'est un espace beaucoup, beaucoup plus grand. Pardon, je n'avais peut-être pas le micro, donc c'est cet ensemble-là qui est beaucoup plus petit que l'ensemble de toutes les distributions. Donc en fait, je vais perdre des choses avec les graphes, quels que soient les graphes que vous utilisez. Moi, je vais utiliser le réseau bayésien, mais même si les graphes plus compliqués, de toute manière, ne peuvent pas accéder au monde, à la totalité du monde des distributions possibles. Donc il faut accepter de faire des hypothèses, alors lesquelles, en fait, moi, j'en parlerai pas, mais voilà. Donc en fait, ce que je viens de montrer ici, c'est un graphe, que tout le monde comprend ce que c'est qu'un graphe, des nœuds, c'est des variables aléatoires, donc là j'ai 7 variables, et des flèches. Alors, ce graphe-là, alors, pour la lecture, en fait, il y a une condition qui vous dit, voilà la distribution conjointe, P de x1 à x7, et voilà le graphe associé. Pour tout comprendre, un nœud sachant ses parents dans le graphe est indépendant de ses non-descendants. Par exemple, alors, x4 a 2 parents, x2, x3, donc x4 sachant x2, x3 est indépendant de x5, par exemple, parce que x5 n'est pas un descendant de x4. C'est la phrase qui est écrite là. Every node, sachant ses parents, est indépendant de ses non-descendants dans le graphe. Donc voilà, je peux faire... Et une chose très importante, c'est qu'en plus de ça, la factorisation, donc la compression, de la loi de la probabilité conjointe est égale au produit de toutes les probabilités des variables, sachant les parents. Donc, j'ai à la fois un graphe qui me permet de lire des indépendances conditionnelles et la factorisation simple qui colle au graphe. Et en plus, ça, en fait, il faut voir ça comme des vecteurs de base, c'est-à-dire qu'on peut en générer d'autres. Alors, les générer comment? Simplement par les axiomes qui sont là, qui permettent de générer d'autres. Mais je n'ai pas envie d'utiliser des axiomes, et par chance, il y a ce qu'on appelle un concept qui s'appelle le concept graphique de D-séparation, D comme dirigé, qui me permet en fait, pour faire simple, il me permet d'interpréter la corrélation qui est entre deux variables, par exemple x1 et x7, par un flot d'informations qui coule entre x1 et x7 par tous les chemins possibles. Par exemple, x1, x4, x7, x1, x5, x7. Même x1, x5, et on remonte à x3, on redescend à x4 et on redescend à x7. Tout ça, c'est des corrélations. Et la force de son modèle, c'est de dire,
Ok, mais moi, quand il y a de l'eau qui coule chez moi, je ferme le robinet. Et bien, quand entre x1 et x7, qui est corrélé, si je voulais fermer le robinet, ils sont où les robinets? C'est les nœuds qui sont intermédiaires. Et fermer le robinet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, l'eau coule parce que x1 est dépendant de x7. Mais x1 devient indépendant de x7 si je connais x4, x7, sachant que j'ai observé x4, x7. C'est là que x et y sont indépendants, sachant que j'ai observé ça. Et donc, en fait, sachant une variable, c'est fermer le robinet. Donc, par exemple, ici, x1 est indépendant de x7 parce que j'ai fermé les deux robinets qui sont là. Tout simplement. Et donc, sachant, c'est fermer le robinet. Alors, j'ai un modèle graphique, intelligible, simple, visuel, qui me permet de dialoguer avec un expert, un biologiste, un épidémiologiste, c'est super. Et qui me permet aussi de faire de l'inférence, parce qu'à partir du moment où j'ai une distribution de toutes les variables, je peux faire les calculs de P de A, sachant B, etc., toutes les questions qui m'intéressent. C'est-à-dire, il n'y a pas d'entrée-sortie dans ce modèle. Ce n'est pas comme un réseau de neurones, je mets les entrées, je récupère la sortie. La sortie peut être une entrée, et je peux récupérer l'entrée, enfin, etc. Alors, après, si je veux paramétrer mon modèle, alors là, par exemple, c'est des variables binaires, je stocke, alors il suffit de regarder ça, je stocke en chaque nœud la probabilité du nœud, sachant les parents. Là, par exemple, vous avez x7 sachant x4, x5. Donc x7 vaut 1, voilà, je peux stocker ça dans chaque nœud, et j'ai un modèle probabiliste paramétré. Mais je ne ferai pas d'inférence. Ça a été fait par ailleurs, on peut faire de l'inférence probabiliste dans ces modèles, P de A sachant B, P de B sachant A, quelle est la probabilité de, etc. Alors, moi ce qui m'intéresse, alors on va en faire juste un petit peu pour avoir la compréhension, parce qu'on est obligé de ça pour les paradoxes. Alors, prenons un graphe tout simple. Et maintenant, on va faire déjà l'étape, on va lui donner une interprétation causale. C, c'est la cause de A et B. Alors, par exemple, quand il pleut, A, alors C, oui ou non il pleut, A, je vois un parapluie ouvert, et quand il pleut, le sol est mouillé. Et bien moi je vous dis, est-ce que vous êtes d'accord? Quand vous voyez un parapluie ouvert de votre bureau, est-ce que vous en déduisez que le sol est mouillé? Ben oui. Quand je vois un parapluie ouvert, j'en déduis qu'il pleut, donc le sol est mouillé, très, très probablement. Et bien, quand j'applique les formules que vous venez de voir, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de montrer que A et B sont indépendants, mais j'y arrive pas. Parce que je pars de A et B. Ben, j'ai la loi conjointe qui dit que c'est le produit des probabilités de chaque nœud sachant ses parents. Donc je l'écris, j'élimine C, mais je n'arrive pas à me débarrasser de C. Enfin, j'arrive pas plutôt à l'écrire comme P de A fois P de B. Donc ce n'est pas indépendant. C'est cohérent, finalement. A et B, c'est normal qu'ils soient corrélés. Hein, encore une fois, si vous voyez un parapluie ouvert, vous en déduisez qu'il pleut, donc le sol est mouillé. Enfin, y a rien. Alors, par contre, si vous voyez un parapluie ouvert, et que vous appelez, vous regardez la météo, enfin, locale, et on vous dit, ah ben non, il ne pleut pas. Ou, oui, il pleut. Eh bien, voir le parapluie ouvert ne sert plus à rien. Puisque je sais qu'il pleut ou je sais qu'il ne pleut pas. Donc je sais que le sol, j'ai plus besoin de savoir d'autres informations. Eh bien, c'est ce qu'on trouve. On rapplique la même règle. Alors, la convention, c'est que je mets du noir dans le nœud pour dire, j'ai observé ça. Maintenant, A et B ne sont pas observables. C'est une question que je me pose, c'est des variables. Par contre, si je sais le temps, A devient indépendant de B. Alors, c'est là que je ferme le robinet. Alors, pareil, si A implique... Alors, par exemple, il pleut, donc... non, quand je vois un parapluie... il pleut, donc les parapluies sont ouverts. Non, il pleut, la route est mouillée, et quand la route est mouillée, je dérape. Alors, évidemment, quand il pleut, je dérape. Mais par contre, si vous savez que la route n'est pas mouillée, alors pour l'instant, A et B sont indépendants, mais si vous savez que la route, évidemment, on vous dit l'état de la route, bah, vous n'avez plus besoin de connaître la météo pour savoir que vous n'allez pas déraper par terre, puisque vous savez l'état de la route. Donc on vous dit c'est mouillé, vous allez déraper, on vous dit c'est pas mouillé, vous ne dérapez pas, peu importe le reste du monde. Et on retrouve ça, et donc c'est marrant, parce qu'en fait, ce modèle, les flèches, quand on leur donne une interprétation causale, on retrouve notre notion de causalité, voilà. Et fermer les robinets, c'est avoir de l'information, et tout ça, c'est très cohérent. Alors, il y a une subtilité, c'est que là, maintenant, c'est l'inverse. C'est qu'il y a deux causes, une conséquence. Par exemple, quand il pleut, le sol est mouillé. Par contre, quand mon voisin, il arrose et que son jardin et que ça déborde, le sol est aussi, la route qui est en bas de chez moi, elle est mouillée aussi. Donc la route est mouillée pour deux raisons indépendantes. Là, en l'occurrence, elles sont indépendantes. Eh bien, dans ce modèle-là, elles sont indépendantes. A et B sont indépendants. Par contre, si vous connaissez la conséquence commune,
et c'est là la magie des paradoxes, deux variables, elles étaient indépendantes. Si vous connaissez la conséquence commune, elles deviennent corrélées. Corrélées, et en plus négativement. Alors, je vais vous expliquer, c'est parce que je vais vous expliquer. Vous avez votre voiture, elle est garée au parking. Ça fait une semaine qu'elle est garée au parking. Il y a deux raisons pour lesquelles. Alors, vous allez à la voiture, mais vous savez qu'elle peut être en panne, parce que ça fait quand même une semaine qu'elle est là, ou un mois. Imaginez, vous êtes étudiant, vous avez une nouvelle voiture, ça fait un mois qu'elle est là. Vous avez un choc, parce que quand vous tournez la clé, vous avez toujours peur qu'elle ne démarre pas. Et il y a deux raisons pour lesquelles elle ne démarre pas. Il n'y a pas d'essence, parce que quelqu'un m'a siphonné l'essence, ou l'essence a disparu, voilà. Il n'y a plus d'essence, ou j'ai plus de batterie. Ça, c'est le problème. Voilà, dès qu'on a une voiture, même encore aujourd'hui, c'est les deux problèmes. Enfin, maintenant, il y en a d'autres, hein, l'électronique et tout. Mais on va dire qu'on va se placer un peu dans le passé avec ces deux problèmes. Vous êtes tous d'accord que ces deux critères, ces deux pannes sont indépendantes. Parce qu'en fait, il y en a une qui est de nature électrique, etc. L'autre, elle est de nature avec de l'essence, ça n'a rien à voir. Enfin, on peut imaginer qu'elle soit complètement indépendante. J'arrive à ma voiture, je tourne la clé, elle ne démarre pas. Un mécanicien vous dira tout de suite, fais un appel de phare. Ok, la voiture ne démarre pas, mais si tu fais un appel de phare, tu sauras quoi? Tu vas voir si tu as de la batterie. Et si vous faites un appel de phare et vous avez de la batterie, qu'est-ce que vous en déduisez? Que vous n'avez pas d'essence, puisque la voiture ne démarre pas. C'est donc, il y avait deux causes possibles. Et si j'ai de la batterie, c'est que nécessairement, je n'ai pas d'essence. En ayant dit ça, j'ai dit que les deux variables étaient corrélées, c'est-à-dire moins tu as de batterie, plus tu as d'essence. Et inversement, quand tu es en panne. Quand tu es en panne. Sachant que je suis en panne, j'ai créé une corrélation négative. Plus d'essence, enfin moins de batterie, plus d'essence, c'est moins plus, ça fait corrélation négative. Alors qu'elles étaient indépendantes. Et là, en fait, moi sur le tard, j'ai découvert quelque chose que encore beaucoup de gens en data science ne savent pas, mais je reconnais que j'étais qu'une variable indépendante de ce que je cherche à prédire. Il ne faut surtout pas l'éliminer. Or, moi, j'ai fait ça durant toute ma thèse, moi, éliminer des variables indépendantes. Parce qu'elles étaient indépendantes de ce que je voulais prévoir, je l'éliminais, comme plein de gens en statistique. Alors que là, je suis en train de dire que quand tu rajoutes, d'ailleurs, on va le voir sur un exemple, que A est toujours dépendant de B quand tu connais C, alors que A était indépendant de B. Et c'est là que vous avez un exemple d'indépendance, de deux variables indépendantes, sachant une troisième devienne dépendante. Alors, un exemple, alors qui est tiré du livre de Bishop. Là, ben, c'est exactement l'histoire des voitures, sauf que lui, c'est un peu plus compliqué. C'est G, c'est ma jauge d'essence qui m'indique... alors, la jauge d'essence dépend de la batterie et dépend de l'essence. Moi, je préfère mon exemple quand je suis en panne ou pas en panne. Mais bon. Alors, je vous laisse voir. Là, il y a, donc, c'est à peu près la même histoire, hein, c'est batterie et fuel, sauf que là, c'est la jauge d'essence qui ne fonctionne pas. Bon, je vous laisserai regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez simplement une chose. Quel est le que je n'ai pas d'essence? 10%. J'arrive à ma voiture, il y a 10%, je ne sais rien du tout, il y a 10% de chance qu'elle soit en panne. Sachant que la jauge m'indique 0, ou sachant que la voiture ne démarre pas, c'est pareil. Quelle est la probabilité que ma jauge, que je n'ai pas d'essence? Alors là, par contre, ça augmente. Et on passe à 0,25. On était à 0,10, on passe à 0,25, c'est normal. Hein, votre voiture elle est en panne, donc vous dites qu'il y a quelque part, c'est soit l'un, soit l'autre, voilà. Donc la probabilité augmente. Et là, magie, sachant que vous avez observé le niveau de batterie, et là en l'occurrence que vous n'avez pas de batterie, donc c'est ça, vous avez identifié la cause. Là en l'occurrence, B vaut 0, donc vous n'avez pas de batterie. Donc vous comprenez pourquoi vous ne démarrez pas. Et bien la probabilité, elle repasse à... Alors là, elle était à 0,11, alors que sans rien savoir, c'était 0,10. Et tout à l'heure, c'était 0,25. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la probabilité de ne pas avoir d'essence, sachant qu'elle ne démarre pas et que je n'ai pas de batterie, ce n'est pas exactement la même. Elle est bien inférieure à la probabilité de ne pas avoir d'essence, sachant que de ne pas avoir d'essence, sachant qu'elle est en panne. Donc globalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour prévoir F, la probabilité de F, elle dépend de la valeur de B, alors que F et B sont indépendants. Parce qu'en fait, il y a une conséquence commune de ces deux variables qui est connue. Et ça, c'est magique. Alors pour ceux qui connaissent, c'est simple, mais pour les autres qui ne connaissent pas, normalement, ça va être magique. Et parce qu'en fait, on va comprendre, la magie de la majorité des paradoxes probabilistes, hein, elle vient du fait
que B et F non seulement sont indépendants, mais quand ces liens sont positifs, évidemment la batterie augmente le risque, enfin une batterie à plat augmente le risque d'être en panne, manque d'essence aussi, c'est deux liens positifs, mais les parents deviennent corrélés négativement. Il y a un moins qui vient de nulle part, en fait, quelque part, alors qu'il n'y avait que du plus. Alors, en anglais, ça s'appelle « explaining away » le phénomène. Et donc, vous reconnaissez aussi, pour les gens, des V-structures. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut identifier comme très particulier, comme source de paradoxe, et on va le voir. Alors, je vais peut-être pas aller aussi loin que je voudrais pour vous dire que comment on fait l'apprentissage d'un modèle comme ça. Ben, c'est compliqué, parce qu'en fait, à un jeu de données ou à une distribution ne correspond pas exactement à un graphe, mais une classe d'équivalence. C'est-à-dire que le sens des flèches, on ne sait pas exactement le trouver. Voilà, on ne sait pas exactement le trouver. Et par exemple, enfin non, je ne vais pas faire d'exemple, j'en ai déjà assez fait. Alors, il reste une inconnue sur le sens des flèches, et justement, c'est ça qui nous intéresse, c'est la causalité. Nous, c'est le sens des flèches. Alors, une idée simple, c'est de construire la structure du squelette du graphe et demander à un expert de trouver le sens de la flèche. Parce que lui, il a les connaissances expertes, il a l'intuition, etc. Et ça marche bien, et ça permet de faire de communiquer avec des gens du monde médical, de la psychologie, etc., qui ont des connaissances expertes qu'il ne faut jamais négliger. Pour ceux qui ont de l'expérience, vous n'arrivez pas avec des modèles prédictifs, avec des modèles soi-disant intelligents, en niant la connaissance experte des gens qui travaillent depuis de nombreuses années. Ou sinon, vous allez droit au mur, quelles que soient les performances. Alors, l'idéal, c'est d'intégrer leurs connaissances et dans un jeu d'aller-retour, et là, ça fonctionne. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la causalité, c'est l'objet de cette présentation. Ce que j'aimerais, c'est avoir un modèle causal pour faire de l'inférence. Alors, l'inférence, c'est quoi? C'est prévoir la probabilité que je guérisse si j'interviens sur moi-même en prenant un médicament. Oui ou non, je le prends, ou je prends un traitement, ou je fais une action. Oui. Ah ben, je ne sais pas quel est le protocole. Je demande au chef. Oui, tu peux poser des questions. Je préfère parce qu'en fait, il y a des fois des concepts qui me paraissent. Ouais. Par rapport à ce que vous présentez, est-ce que ça illustre pas de justement le biais qui est introduit par l'observateur, c'est-à-dire l'influence de l'observateur ou de l'expérimentateur en fait en physique quantique? J'ai l'impression que c'est un peu lié aussi. Alors ça, on gardera ça peut-être pour la fin des questions un peu métaphysiques. Et par rapport justement au domaine d'application où on oppose souvent en fait les sciences un peu formelles, dures, aux sciences expérimentales, basées sur les logiques inductives plutôt que déductives. Ouais. Alors ça, c'est des questions qui peuvent nous perdre 10 minutes là. Je préfère la garder pour la fin. Okay. Parce qu'il y a aussi des questions philosophiques. La causalité, elle est sujet à très forte contestation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle n'existe pas. C'est déjà un parti pris philosophique à la Spinoza. Alors, il y a une philosophie, on va dire, assez rationnelle qui suppose que le monde a une description causale, Einstein, etc., et qu'elle est préexistante à l'observateur, elle est préexistante à l'être humain, et voilà. Or, on peut très bien remettre en cause tout ça. Mais on va garder ça pour tout à l'heure. Moi, je suppose qu'elle est préexistante. Et en plus, je suppose bien plus de choses. Je suppose que non seulement elle est préexistante, mais en tout cas, l'être humain l'a capturée et me l'a donné, le graphe. En tout cas, pour son domaine. Alors, ici, je vais supposer... Alors, je vous fais remarquer aussi qu'il y a quelque chose qui est fantastique quand vous lisez Pearl, parce qu'il l'explique très très bien. Toutes les équations algébriques du monde qu'on a connues, en tant qu'étudiant, etc., c'est des égalités. E égale mc2, la loi de l'équilibre dynamique, etc. C'est des égalités. Or, la causalité existe depuis que l'homme est né. Parce qu'en fait, l'homme, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il interprète l'être humain. Il interprète les corrélations du monde. Mais pourquoi il y a paradoxe? Il y a paradoxe, on va le comprendre, parce qu'en fait, il transforme ces corrélations en causalité. Pourquoi il transforme ça en causalité? Parce qu'il est amené à agir. L'homme doit agir, l'être humain, pardon, doit agir sur le monde pour survivre, etc. Donc son cerveau ne fonctionne que en transformant des observations en causalité. Et c'est là que fait l'erreur, souvent. Et parce qu'il doit agir. Donc on est exhorté à agir. On exhorte l'autre à agir parce qu'on est contraint d'agir. Alors, et pourtant,
toutes les équations, c'est des égalités symétriques, alors que la causalité, c'est X agit sur Y, mais peut-être pas l'inverse. Donc en fait, ce qu'on aimerait, c'est être plus d'informaticiens, parce que l'informatique, c'est l'affectation. On voudrait que ça ne soit pas une égalité, mais une affectation. Que X dépend des parents, mais X n'agit pas sur ses parents. On voudrait que ça aille que dans un sens, le sens causal. Eh ben, on va faire exactement la même chose. Rien n'a changé. C'est ça qui est bien. Rien n'a changé. Sauf, j'interprète, et c'est là que je rajoute une expertise extérieure à moi, qui fait que l'arc, je l'interprète maintenant comme non pas comme simplement une distribution de probabilité, ça c'est les probabilistes, mais maintenant je vais dire que c'est une causalité. Et en fait, le reste ne change pas. Parce qu'en fait, c'est ça qui est très fort, c'est qu'on a un modèle probabiliste, il suffit de dire que c'est causal, donc orienter bien le sens des flèches pour que tout le monde soit d'accord, et qu'on dise, etc. Et là, on a un modèle causal qu'on appelle un diagramme causal. En plus, avec donc les indépendances, on peut les lire, mais on lit beaucoup plus de choses. Alors, on rentre maintenant de plein pied dans la causalité. Alors, je ne vous parlerai pas des médicaments, mais vous savez qu'en fait, aujourd'hui, il y a une explosion des nouvelles molécules dans les thérapies ciblées. C'est-à-dire qu'en fait, pour chacun d'entre vous, on va faire une molécule particulière qui va agir surtout en oncologie, donc sur le cancer. Il y a une explosion sur le cancer. Mais j'ai lu avant-hier que ça coûte entre 5 à 10 milliards d'euros de mettre un panel de molécules sur le marché en médicaments. Ça me paraît énorme. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est moyenné, mais 5 à 10 milliards d'euros. Parce qu'en fait, ça dure 5 ans, il faut recruter 500 personnes, puis après, dans la deuxième année, 500 personnes, après 500 personnes. Enfin, je pourrais vous en parler, mais voilà. Donc, en fait, et il y a évidemment un problème, c'est que dans ce qu'on appelle ces études randomisées en double aveugle, donc ces essais cliniques, on peut par exemple traiter une molécule, voir l'effet. Mais par contre, on ne va pas pousser les gens à fumer. Hein. On ne va pas pousser les gens à prendre des produits toxiques, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas trop. Donc, maintenant, conjointement à ça, il y a une explosion du nombre de données observationnelles, c'est-à-dire des données que j'observe, pas expérimentales sur lesquelles moi-même j'ai agi pour faire quelque chose. Donc, je récupère ces données et je me pose deux questions. C'est comment apprendre la structure causale à partir des données? Chapitre que moi, je ne vais pas aborder, qui est abordé par d'autres, le graphe. Moi, il est donné par l'expert. Et deuxième problème, c'est maintenant que j'ai le graphe avec des données, avec des variables connues, observées, parfois non observées, comment je peux pouvoir estimer l'impact causal d'une variable sur une autre. Alors, simplement, quand même, parce qu'aujourd'hui, il y a une effervescence en machine learning sur la causalité. Et parfois, des gens, il y a des compétitions ou des couples de variables, tu veux savoir si c'est X qui est la cause de Y, et tu es obligé de faire des hypothèses sur la distribution d'Y sachant X, des hypothèses un peu matheuses, etc. Et ça marche à 70%, etc. Mais globalement, trouver quel est le sens entre X, si c'est X qui cause Y ou l'inverse, c'est quasiment impossible dans le cas général. Hein. Dans le cas général, c'est impossible. Il faut faire des hypothèses très fortes auxquelles on peut souscrire ou pas. Par contre, le graphe, évidemment, c'est plus compliqué. Mais je vous dirais, en fait, il ne faut pas sous-estimer les connaissances expertes des gens. Ils nous permettent, avec les données et les connaissances expertes, d'arriver à un consensus sur un graphe auquel on peut souscrire ou pas. Maintenant, je ne rentre pas dans les détails, là, j'aurais pu... Voilà. Mais aujourd'hui, les médecins, en tout cas ceux qui travaillent dans les revues dites médicales en intelligence artificielle, ils sont confrontés maintenant à des pathologies. Ça, c'est une maladie sur un individu. Ça, c'est le parcours d'un individu dans sa vie. Alors, c'est pas très gai. Maladie 1, maladie 2, maladie 3. Et vous voyez les causalités, donc environnement, génétique, caractéristiques, voilà. Donc l'évolution des maladies, et en fait, ça, c'est un graphe causal. Et donc, voilà, on voudrait trouver le bon médicament qui, dans le futur, va avoir le plus de répercussions. Donc voilà, on est déjà dans le rêve d'une représentation causale du monde de l'individu ici. Et sur la thérapie, sur comment soigner, améliorer les pratiques sanitaires, etc. Et c'est un réseau bayésien, c'est-à-dire un truc causal. Et par exemple, je peux me poser, est-ce que le médicament ici, comment il va se répercuter sur le reste des pathologies futures, etc. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans les articles, simplement pour vous dire, c'est déjà un peu aujourd'hui. Voilà. Alors, maintenant, le théorème de manipulation, et c'est là qu'on rentre dans la clé de l'idée de Pearl.
c'est de dire, qu'est-ce que c'est qu'agir sur une variable x? Ça veut dire la rendre indépendante de ses parents. Alors, manipuler une variable x, une seule variable x, c'est faire une ablation chirurgicale sur le graphe. Pourquoi? Parce que x, qui avait des parents, qui était donc influencé par les parents, n'est plus influencé par les parents, puisque c'est moi qui fixe la valeur de x. Moi qui suis extérieur au système, je fixe la valeur de x. Donc x qui pouvait varier par d'autres manières ne varie plus par les autres manières. Et ça veut dire donc qu'il va falloir inventer, et c'est ce que fait Perl, un nouvel opérateur qui n'existait pas, qui s'appelle, alors lui il l'appelle do de x. Do de x, c'est très simple à comprendre. xi, qui est une variable du système, je la force à prendre la valeur x'i par une intervention extérieure. Donc ça, ce n'est pas des probabilités, ça n'existait pas avant. Mais par contre, avec le théorème de manipulation, on sait que agir sur xi, ça veut dire qu'une chose dans la factorisation, ça veut dire que xi ne va plus être influencé par ses parents, c'est tout, elle va être directement figée. Et dans le produit, tout à l'heure je vous ai montré que c'était le produit des variables sachant les parents, eh bien j'ai enlevé un terme. Le terme xi sachant ses parents n'existe plus, c'est tout. Puisque xi ne dépend plus des parents, il a été fixé. C'est aussi simple que ça. Donc vous avez une distribution jointe conditionnelle à une action. Et en fait, vous la traduisez par un truc que vous connaissez, qui est simplement des probabilités. Donc vous avez introduit un nouvel opérateur avec une distribution tronquée, en fait, en l'occurrence. Et il parle d'ablation chirurgicale sur les équations. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors, on comprenne bien, hein, quand je fixe xi à xi', et bien évidemment, quand xi, parce que xi il est aussi là, quand il n'est pas égal à xi', c'est pas possible, enfin, c'est 0. Par contre, quand c'est le cas, ben, évidemment, c'est le produit des probabilités de chacune des variables, sauf le terme, voilà. Et là, c'est tout simple. Je répète, hein, xi, quand vous le figez, vous-même, ne dépend pas du reste du système. Donc, en fait, la partie dans la jointe de xi sachant ses parents, elle disparaît. On la remplace par 1, puisque c'est sûr que xi vaut... Voilà, c'est sûr, donc c'est 1. C'est la seule chose. Et ça, c'est une idée magique. Parce que c'est une idée magique, parce que, justement, parce que ça, c'est du calcul de niveau licence. Hein. Vous prenez ce truc, vous le réécrivez comme ça. Après, vous pouvez le réécrire par les règles qu'on a vues, là, toute règle P de A sachant B, P de B sachant A fois P de A, etc. Donc là, en fait, le terme qui manque, je le rajoute, mais je divise. Donc en fait, là maintenant, j'ai un sachant, voilà, enfin, je vous laisse y réfléchir. Et quand je regarde, parce que là, sinon j'en ai pour 3 heures, si vous regardez ici, j'obtiens un truc qui dit, quand j'agis sur x, quelle est la probabilité que y? La probabilité de y devient quoi? Eh bien, ça veut dire, contrôle les parents de x, tu les partitionnes en valeurs égales. Donc tu prends tous les parents de x, tu regardes leurs valeurs, et pour toutes les n-uplets de valeurs communes, tu fais des partitions. Tu fais des partitions. En fait, pour que les parents aient les mêmes valeurs. Et tu mets les gens donc, en fonction des parents de x. Donc, et tu calcules dans chaque groupe la probabilité de y sachant x. Alors, c'est sachant x, c'est pas sachant que j'agis sur x, maintenant c'est sachant. Sachant que j'ai observé x et sachant les parents, fois la probabilité des parents. Et ça s'appelle ajuster sur les parents, sur les causes directes. Et je me rappelle, quand j'étais en prépa, il y avait un prof de chimie qui disait, je parle beaucoup, mais il disait, toute chose égale par ailleurs, il était en train de parler de causalité à un moment donné, et il dit une phrase, qui est une phrase française, j'ai observé ça, et quand on répète les choses, toute chose égale par ailleurs, et en fait, il disait quelque chose que j'ai compris par la suite, parce que je ne voyais pas vraiment ce que ça voulait dire. Lui, il disait, il faut figer toutes les autres variables du monde. Toutes. Et après, regardez comment x agit sur y. Toutes les variables du monde. Là, ce n'est pas toutes les variables du monde, c'est uniquement les parents. Et ça suffit pour voir l'impact causal de x sur y. Alors, vous allez me dire, c'est la panacée. Oui, presque. Simplement, qu'est-ce qui se passe si les parents, par exemple, c'est des variables. Mais ces variables, par exemple, si c'est des variables génétiques, je n'ai pas accès. Je ne peux pas les observer, moi, les variables génétiques. Il y a des variables qui sont non observées. Donc, comment je vais pouvoir définir les probabilités? Je ne connais pas les probabilités de ces variables.
Je sais qu'elle existe, qu'elle cause quelque chose, mais elle n'est pas observée. Donc ça c'est vrai quand j'ai observé tous les parents de x. Et là, si j'ai tous, je sais calculer le truc. J'accélère un peu. Donc ça résout plein de problèmes. Ça s'appelle donc un ajustement sur les parents. Donc ça revient à partitionner en groupe homogène par rapport aux parents, des variables qui causent mon truc, à les partitionner en groupe. Et maintenant, le problème, c'est qu'elle doit être... Qu'est-ce qui se passe si tous les parents ne sont pas observés? Si tous les parents ne sont pas observés? Eh bien, il y a un autre critère qui est un peu plus... mais qui est tout aussi intuitif. Alors, regardez par exemple, pour comprendre, c'est que XI, c'est le médicament. XJ, c'est la guérison. Et là, derrière, je vous ai fait tout un graphe avec des variables, on en reparlera tout à l'heure. Alors, je voudrais calculer comment XI, quand j'agis sur XI, ça affecte XJ. Et bien là, j'ai une autre formule qui est quasiment la même, sauf que Z, qui étaient les parents, je ne suis pas obligé que ce soit les parents. En fait, il faut que je choisisse des variables. Alors, backdoor, c'est parce qu'en fait, X a des parents lui-même, qui ont des parents, etc. Mais je passe par un chemin extérieur, là. La causalité, elle suit les flèches. Hein. Donc la causalité, c'est direct, en fait, c'est ça que je veux mesurer. Le problème, c'est que quand on calcule XJ sachant XI, je calcule l'eau qui coule par là, l'eau qui coule par là, l'eau qui coule par là et là. En fait, c'est pour ça qu'en fait, ça s'appelle un biais. C'est que je mélange des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est le lien direct. Donc je vais fermer les robinets qui passent par au-dessus. Eh bien, la formule, c'est quasiment la même, sauf que je ne suis pas obligé de prendre les parents. Ça marche, hein, X3 et 4, les parents, ça marche. Mais je peux aussi prendre X4, X5. C'est-à-dire je peux prendre ça et ça. Ça va fermer l'eau qui coule par le haut. Alors, si vous regardez ce qu'on a fait tout à l'heure, par exemple, l'eau qui coule par là, si je connais X5, toute l'eau qui coulera par en haut, elle va être coupée. Et par contre, si je connais X4, toute l'eau qui coule comme ça est coupée. Par contre, l'eau qui coule comme ça reste ouverte, parce que c'est l'histoire du V là. Quand vous savez ça, vous ouvrez là. Mais comme vous avez fermé là, vous avez bien fermé chez vous, l'eau ne coule plus, et vous récupérez donc uniquement ça avec cette formule. C'est bien exactement la cause indirecte, hein, en l'occurrence, parce qu'elle passe par X6, mais c'est un chemin causal. Donc cette formule vous dit comment avoir l'impact de XJ sur XI sur XJ, en fermant tous les robinets qui ne nous intéressent pas. Et c'est bien la causalité qu'on va récupérer. Et ça, voilà. Maintenant, bienvenue dans le monde des paradoxes et des controverses, on va y aller tout de suite. Alors, le paradoxe de Bergson, parce que ça nous permet déjà de comprendre pas mal de choses. Donc, je vous l'avais déjà dit oralement. Hein. En fait, l'idée, c'est que dans une cohorte, c'est-à-dire un objet d'étude, c'est-à-dire des gens, une base de données en fait, hein, la base d'apprentissage pour ceux qui font du machine learning, la prédiction, cette cohorte de gens ou d'exemples que vous avez récupérés, si la présence dans cette cohorte dépend de X et de Y, est influencée par le traitement comme par la maladie, et ce qui est vrai en épidémiologie, Pourquoi tu vas répondre? Regardez, d'ailleurs, l'exemple des forums quand vous êtes malade. J'ai un bouton ici, je vais sur un forum. Oh là là, surtout pas. Ils vont me dire que j'ai le cancer, que je vais mourir dans 2 jours. Pourquoi? Biais de sélection. C'est le biais de sélection, c'est la même histoire. Les gens qui sont malades ont plus de chances de répondre que les gens qui ne sont pas malades. Donc, les gens qui répondent ne sont pas des tirages pile ou face dans la population. Ils sont dictés par la maladie déjà. Ils vont répondre parce qu'ils sont malades. Plus que s'ils n'étaient pas malades. Donc évidemment, tout ce qu'on va lire, c'est biaisé. Donc il ne faut jamais les... Enfin, voilà. Non, enfin, je m'emballe des fois. Alors, voilà un exemple. Alors, ce que vous voyez ici, c'est exposition à l'amiante. Oui ou non? Disease, maladie. Plus, ça veut dire je suis malade. Moins, ça veut dire je ne suis pas malade. Et H+, ça veut dire j'ai été hospitalisé. H-, non. Et là, il y a une population. Alors, rapidement, je vous affirme que D et E, le fait d'être exposé à la maladie, à un produit toxique, et la maladie en question sont indépendants. D'ailleurs, quand on regarde dans la population générale, donc je ne regarde pas H pour l'instant, je vois qu'il y a 50% parmi les gens qui sont exposés qui sont malades et 50% qui ne le sont pas. Donc il n'y a pas de raison l'exposition n'a pas d'impact, voilà, vu comme ça. Mais par contre, parmi les gens qui sont hospitalisés, donc uniquement la ligne en haut, on se rend compte qu'il y a 57 personnes des gens exposés qui sont malades
et 66% des gens non exposés qui sont malades. C'est les règles de 3, hein, là, c'est division. Donc, c'est des vrais chiffres ou c'est juste un... Non, ah oui, non, ça c'est juste un jeu. Mais par contre, la réalité est des vrais chiffres. Mais là, j'ai besoin de simplifier mon propos. D'ailleurs, je reprends les chiffres de peur, là, je ne me suis pas fatigué. Alors, 57%, quand tu es exposé, tu as 57% de chances d'avoir le cancer. Quand tu n'es pas exposé à ce produit, tu as 66% de chances d'avoir le cancer. Voilà le paradoxe. C'est parmi les gens qui sont hospitalisés. Donc, quand tu sais que tu es hospitalisé, être exposé à ta maladie t'immunise contre la maladie. Être exposé, par exemple, aux facteurs de risque qui produisent la maladie t'immunise. Voilà la perception du truc. Voilà les chiffres. Vous pouvez y réfléchir. Mais en fait, ça, c'est les chiffres globaux. Mais il faut lire que, maintenant, parmi le problème du biais, il vient quand les données venaient de l'hôpital. Donc, que les gens qui avaient été hospitalisés. Donc, que la première ligne. Voilà. Et ce qui explique, comme je vous disais, que dans les années 80, moi j'en ai le souvenir, qu'il y avait des débats en disant, si tu es, un peu comme le vaccin, hein, si tu es exposé à quelque chose de pathogène, alors ton corps va développer des choses, alors ce qui reste peut-être vrai par ailleurs, mais l'explication qui vient de là est totalement fausse. Parce que D et E, là, sont non corrélés. Alors, je vous fais remarquer d'ailleurs que ça, c'est un cas très simple. Si maintenant D et E étaient positivement corrélés, ce qui est le cas, hein, quand tu es exposé à des produits toxiques, c'est jamais très bon pour toi. Eh bien, là, tu les trouverais quand même corrélés négativement, même, parce qu'en fait, tu vas faire plus, plus, moins. Et là, tu ne sais pas ce que ça va faire. Parce qu'en fait, là, tu rajoutes du moins par en bas, et imaginez que c'était plus. Plus, plus, moins, ça peut être moins. C'est-à-dire que même si l'exposition à la maladie était dangereuse pour toi, le fait d'avoir un biais de sélection fait que toi, tu vas le voir comme bénéfique pour toi. Et là, c'est dangereux. Mais ça, c'est le cas le plus simple. Alors, vous vous rappelez l'histoire de l'enfant prématuré? L'enfant prématuré arrive à l'hôpital, le médecin dit, votre mère, il dit à la mère, vous fumez? Et la mère répond oui, il lui dit, c'est une bonne nouvelle. Comment est-ce possible? Et là, c'est un peu plus subtil, mais ça reste dans la même lignée. C'est qu'en réalité, alors là, je vous montre le graphe causal, et d'ailleurs, je pense que tout le monde va adhérer tout de suite, puisque pour vous montrer comment c'est un graphe causal, c'est intelligible. Smoking, fumer, agit négativement, enfin, plus tu fumes, plus tu as de chances de mourir. Plus la mère fume, plus l'enfant a de chances de mourir. Ça, c'est transfert génétique, enfin, un transfert, je ne suis pas médecin, mais ça ne passe pas en tout cas par le poids de l'enfant. En tout cas, fumer réduit le poids de l'enfant, enfin, le poids de l'enfant, un enfant prématuré, pardon. Et prématuré, c'est pas bon, ça augmente ton risque. Alors, plus, ça veut dire que ça augmente, et plus ça augmente, plus tu meurs. Enfin, plus ton espérance de vie diminue. En l'occurrence, plus tu augmentes ton risque de décéder rapidement. Donc, en fait, je mets plus. Alors, cette variable est observée puisque l'enfant arrive, il est prématuré. Maintenant, il pose la question de smoking. Est-ce que oui, elle fume? Alors que smoking, c'est vraiment pas bon. Parce que smoking, vous voyez que même en plus, ça serait une mauvaise nouvelle. Mais ce qui se passe, c'est que quand la femme va répondre, la mère va répondre, oui, je fume, je vais donc ouvrir, vous voyez, c'est l'histoire de la voiture qui est en panne. Là, elle était en panne, j'ai regardé la batterie, et j'en ai déduit que je n'avais pas d'essence. Vous vous rappelez de ça? Et bien là, l'enfant est prématuré, on pose la question à la mère si elle fume. Ben, si elle fume, en l'occurrence, ça voudrait dire tout à l'heure, j'ai pas de batterie. Donc l'essence, c'est bon, quoi. Et le fait que la mère fume va réduire les autres causes génétiques qui étaient non connues par rapport à la mère fume pas. C'est bien l'enfant est toujours prématuré. Si je sais que la mère fume, je réduis automatiquement les autres causes, qui étaient des causes génétiques méconnues, qui agissent aussi plus durement sur l'espérance de vie de l'enfant. Donc c'est pour ça que par cette espèce de V-structure, donc le truc en V, smoking va apporter de l'information sur les causes génétiques et va les réduire, les causes génétiques. Parce que tu as trouvé la cause principale, c'est de fumer, qui explique ça. Donc là, je vous l'explique en français, mais mathématiquement, ça revient à faire le graphe que je vous expliquais, etc. Et ça a défrayé aussi la chronique, ça donnait des revues qu'on ne comprenait pas. C'est 1950, aux États-Unis aussi. Alors c'est un petit exemple, simplement, c'est le même mécanisme, mais j'ai introduit une variable dite latente, une variable non observée. Par contre, voilà.
Alors je continue, alors celui-là, c'est le fameux paradoxe de Simpson que j'ai connu moi sur le tard. Alors, regardons ici, je prends un médicament, donc drogue, c'est un médicament, qu'il n'y ait pas de moindre doute. Donc drogue, no drug. Je prends le médicament, et dans la population générale, E ça veut dire je guéris, recovery, E comme recovery, je guéris ça veut dire effect en fait, cause-effect. C'est une blague. Donc, 20, quand je prends le médicament, 20 personnes guérissent, 20 ne guérissent pas. Donc 50% de guérison. Quand je ne prends pas de médicament, 16 guérissent et donc 24 ne guérissent pas, que 40%. Donc moi j'ai envie de dire, quand je regarde ça, il vaut mieux quelqu'un, je suis médecin, je le conseille quand même le médicament. J'invite les gens à manger bio, pour faire le parallèle. Ou là, ça serait manger bio et pas bio. Hein, donc, en fait, vous le conseillez le médicament. Mais par contre, chez les hommes, vous n'allez pas le conseiller. Hein, parce que ne pas prendre le médicament, c'est 70, et il a un effet vraiment délétère, ce médicament, chez les hommes. Mais il a aussi un effet délétère chez la femme. Et là, les chiffres ne trompent pas. Ce tableau plus celui-là, c'est celui-là. Et ça, si vous le découvrez aujourd'hui, comme moi il y a quelques années, c'est magique. C'est totalement magique. Je n'ai pas besoin d'expliquer le tableau. Enfin, les paradoxes, ils s'affichent à vous. Hein? Donc, dans la population générale, c'est comme ça, il ne faut pas le prendre. Il faut le prendre, et pas dans la population. Alors, j'aimerais savoir, maintenant, et c'est là, est-ce que, à la personne que vous aimez, est-ce que vous allez conseiller le médicament? Chacun y réfléchit. Mais ce que j'aime bien, ce que je trouve frappant, c'est l'idée que quelqu'un frappe à la porte, tu ne connais rien sur lui, tu vas quand même lui conseiller, mais par contre, dès que tu le vois, tu ne le conseilles plus. Évidemment, là, je pousse le côté fallacieux. Ça, c'est des données observationnelles, mais je vais quand même en conclure quelque chose. Mais simplement, je voulais savoir, est-ce que vous en concluez quoi? Pour être bien sûr que... Voilà. Eh bien, voilà, on ne sait pas quoi en conclure. C'est frappant, c'est le paradoxe. Eh bien, en réalité, voilà un graphe causal. Est-ce que vous adhérez à ce graphe causal qui dit qu'il y a traitement, guérison, et F, c'était le sexe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce graphe ou pas d'accord? Sachant qu'il n'y a que 3 variables. Hein. Alors, moi je vous dis, le sexe, il ne peut pas être une conséquence. Ça peut être la cause de tout. Donc le sexe ne peut être que la cause du traitement, parce qu'il y a des gens qui mangent bio, mais peut-être parce que les hommes mangent peut-être plus de bio que les femmes, je sais pas. Enfin, en tout cas, le sexe est un facteur, il ne peut pas être une conséquence. Donc de toute manière, je ne peux faire que pour le sexe, ça peut être le parent du traitement, et c'est aussi les femmes guérissent mieux sur certaines maladies que les hommes, donc en fait, je mets en parent. Et évidemment, c'est le traitement qui est la cause de la guérison, c'est pas le enfin, c'est ce que j'espère montrer. Et il n'y a que 3 variables, donc j'ai épuisé tout ce que je pouvais faire. Donc je suis d'accord avec cette là. Maintenant, je vous repose la question. Quelle était la table la plus adéquate à regarder? Est-ce que c'est la table combinée ou hommes et femmes? Ça pourrait être une colle pour voir si vous avez bien suivi. Bon, en réalité, c'est quoi la causalité ici? C'est que la flèche. Là, on remonte sur la flèche, donc ce n'est pas la causalité. Enfin, l'effet du traitement, c'est uniquement cette flèche. Or, quand vous faites P de E sachant traitement, vous récupérez, oui, la causalité, mais plus l'eau qui coule par en haut. Donc il faut la couper l'eau. Et comment on coupe l'eau? On l'a déjà vu. Il faut faire l'ajustement. Vous savez, il faut rajouter cette variable Z, et cette variable Z, c'est la variable F qui va le jouer. En réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut utiliser la formule qui est là, qu'on a déjà vue, qui dit que quand tu agis sur X, etc., on a déjà vu cette formule. Mais Z, c'était, là en l'occurrence, c'était parfois les parents ou des choses plus compliquées, mais là, les parents, ça marche très bien. X n'a qu'un parent, c'est F. Donc, j'applique la formule, et qu'est-ce que j'obtiens dans la formule? J'obtiens qu'il faut regarder homme, faire des partitions homme, femme, regarder dans les tables, sachant que tu es un homme et sachant que tu es une femme, comment le médicament agit sur toi, et faire la moyenne. C'est ça que dit la formule. Si vous êtes d'accord avec le graphe. C'est-à-dire que la formule vient du graphe qui est là. Moi, je suis d'accord avec ce graphe.
Parce que de toute manière, il n'y a pas le choix. De toute manière, alors, on pourrait rajouter des variables, hein, mais là, il y a que, le monde se résume à 3 variables. C'est ce graphe-là, donc il n'y a pas le choix. C'est la formule qu'il faut utiliser. Et donc, conclusion, c'est combiner les deux tables. Et quand vous combinez 2 tables, dans les 2 cas, c'est mauvais. Hein. Donc vous faites la moyenne de ces 2 tables, et c'est mauvais, il ne faut pas prendre le médicament. Et là, ce qui est très fort aussi, c'est que, imagine que je change, et c'est là pour montrer observation, causalité, c'est 2 mondes à part. Si je change la sémantique de F, pourquoi je l'ai appelé F d'ailleurs? Parce qu'en fait, ce n'est pas le sexe, c'est encore autre chose. Ça peut être par exemple, alors ah oui, c'était marqué là avant, ça peut être pression artérielle ou est-ce que tu es inscrit dans le club de golf de Palaiseau? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les tables, les données pourraient être exactement les mêmes. Alors, je ferais oui, tu joues au golf et non, tu ne joues pas au golf, ou oui, tu as la pression artérielle, non, tu n'en as pas. En fait, je change la sémantique, pas les données. Mais qu'est-ce qui change dans la sémantique? C'est que quand je change la sémantique, c'est que si c'est la pression artérielle, et ben du coup, c'est pas la pression artérielle, c'est pas elle qui est la cause du traitement. C'est le traitement qui peut avoir un impact sur la pression artérielle. Enfin, on pourrait imaginer des choses, mais en tout cas, on va l'imaginer comme ça. C'est plutôt le traitement qui va, en effet secondaire, faire changer la pression artérielle. Et ce que j'adore, c'est celui-là. Donc, je vous ai dit playing golf ici. Alors, bon, déjà celui-là. Qu'est-ce que vous voyez comme différence? C'est que F est une conséquence maintenant de C. Et donc, en fait, le chemin de C à E, il y a 2 chemins causaux. Il y a le traitement direct sur la maladie et indirect via la pression artérielle qui agit sur la guérison. Alors, première question, quand on met un traitement sur le marché, est-ce qu'on veut une action de cause à effet directe ou on se contente de l'indirect? Non, c'est direct. Donc, en médicament, on ne va pas prendre en compte ce qui se passe par des effets secondaires, hein, qui peuvent avoir des effets bénéfiques. Mais par contre, dans la réalité du doux, de l'action, c'est de prendre les 2 en compte. Conclusion, E sachant T, le traitement, c'est tout ce qu'on veut. Et donc, en fait, c'était la table combinée. Cette fois-ci, c'est la table combinée. Si maintenant vous changez le mot, si au lieu de dire homme-femme, vous dites pression artérielle oui ou non, forte, eh ben, c'est la table combinée qui vous dit, et là, elle vous dit, ne prends pas prends le médicament. J'ai changé. Conclusion, les données n'ont pas changé, mais conclusions ont radicalement changé. Les données d'observation n'ont pas été changées. Moi, je greffe de la connaissance experte sous forme de causalité, je change tout sur les conclusions. Et le dernier, qui est beaucoup plus subtil, c'est donc vous êtes inscrit à Palaiseau au golf. Alors pourquoi je dis Palaiseau au golf? Parce que ça m'arrangeait bien de dire ça. Parce qu'en fait, j'ai pris statut social, variable cachée, qui n'est pas renseigné du tout chez les gens, variable cachée, et santé. Et j'ai supposé que le statut social et la santé, le potentiel génétique, enfin le bagage génétique, étaient indépendants. Voilà. Et sinon, je pourrais ne pas le rendre indépendant. Mais l'un et l'autre ne sont pas observés. Votre statut social ou votre salaire n'est pas observé. Votre santé est une inconnue, puisqu'elle est génétique avant tout. Voilà. Et par contre, est-ce que vous êtes d'accord que, alors le golf, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais j'aurais pu dire au tennis club de Palaiseau, il faut un certain statut, c'est-à-dire un certain salaire déjà pour se le permettre, et être en bonne santé pour aller jouer au tennis. Par contre, quand tu as un bon statut, tu peux te payer aussi un traitement assez onéreux. Et quand vous êtes en bonne santé, vous avez beaucoup plus de chances de guérir. Bon, maintenant, revenons à la table qui est là. C'est golf, pas golf, ou tennis, pas tennis. Quelle est la table que vous allez choisir? Alors, je vous aide un peu. Vous reconnaissez la V-structure, la voiture en panne. Si tu sais que tu joues au golf, c'est que tu sais que ta voiture est en panne, tu crées une corrélation négative entre les parents. Donc, tu ouvres le chemin de corrélation, alors qu'il était fermé. Donc, le traitement qui était l'impact du traitement sur la maladie, c'est le chemin direct. Or, avant, c'était fermé. Mais maintenant que tu regardes les gens qui jouent au golf et ceux qui ne jouent pas, tu connais cette variable, donc tu ouvres le chemin. Et donc, tu as de la corrélation qui va passer par derrière, qui revient ici. C'est un peu comme ici. C'est un peu le même système. Et donc, il ne faut surtout pas... non, c'est un peu comme ici, pardon. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas poser la question, regarder la table golf, pas golf.
Il fallait simplement faire E sachant C, donc la table combinée. Et vous voyez, personne n'aurait imaginé que jouer au tennis ou pas jouer au tennis, ça pouvait inverser ça aurait pu inverser, comme on le voit. Et là, il me reste 10 minutes, j'ai fait que le 30%, mais c'est pas bien grave. Voilà. L'important, c'est d'énoncer les paradoxes après. Voilà. Donc, et là, bon, je vais un peu plus loin. Là, maintenant, ça devient plus sérieux. C'est-à-dire que vous avez une variable latente entre x et y, et on va imaginer que vous avez une variable z. Or, comment vous allez casser le chemin qui passe par u, alors que u est par définition une variable latente non observée? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas conditionner, faire sachant dessus, parce que vous ne l'avez pas dans les données. Donc vous êtes piégé, vous ne pouvez pas avoir l'impact de x sur z. Eh bien, erreur. Par un coup de chance incroyable, on arrive à se débarrasser de la variable u par une expression, alors qui n'est pas du tout intuitive, qui vous dit quand j'agis sur x, je peux avoir l'impact sur y, et ça, ce n'est possible que parce que j'ai observé aussi une variable intermédiaire z. Alors ça, c'est technique, je ne rentre pas dans le détail. Si z n'était pas là, on ne pourrait pas. Parce que je ne pourrais pas me débarrasser de u. Mais là, j'arrive à me débarrasser parce que u a disparu. C'est une variable latente, j'ai même pas besoin. Je sais qu'elle existe, mais je n'ai pas besoin d'avoir des mesures, des observations sur elle. Elle est latente d'ailleurs. Alors, regardez bien cette formule, enfin, à la rigueur, ne la regardez pas plutôt. Mais sachez bien que dans ces cas-là, j'arrive quand même à savoir l'impact de x sur z, sur y. Alors, regardez ce tableau. Donc là, on est justement pour essayer de démontrer que fumer est bon ou pas bon pour la santé. Alors voilà les données un peu trafiquées, je le dis à Patrice. Donc, tu fumes pas, et Z, c'était tu as du goudron dans les poumons. Le goudron est très très nocif. Donc, parmi les non-fins, je vous laisse lire les chiffres, hein, mais ça c'est la probabilité d'avoir le cancer. Tu as 90% de chance d'avoir le cancer quand tu fumes. 85, donc 90-85, de toute façon, c'est pour les fumeurs. Hein. Certains ont du goudron et certains, d'ailleurs, arrivent à éliminer le goudron, même malgré le fait qu'ils fument. Donc, en fait, il y a des fumeurs qui n'ont pas de goudron. Ça, c'est les chiffres qui collent assez bien à la réalité. Assez bien parce qu'ils sont quand même un petit peu manipulés. Eh bien, question, donc, est-ce que fumer est bon pour la santé? Alors, je vous fais remarquer que Philippe Morris donc, a fait venir, je pense que c'était Fisher à l'époque, enfin, d'ailleurs Fisher, j'espère que ce n'est pas Pearson, je confonds les deux, mais un statisticien très connu, qui a dit la chose suivante, oh là là, attention, il y a une variable latente qui est génétique. Et cette variable latente, elle me pousse à fumer, elle me pousse à aimer la nicotine. Mais elle a un effet négatif sur les mécanismes du cancer aussi. Et cette variable latente, c'est génétique, c'est un gène carcinogénique. Et juridiquement, on ne peut pas aller à l'encontre d'une hypothèse qui pourrait expliquer l'évidence. Donc il n'y a pas la preuve que fumer... Et ils vont plus loin, c'est qu'ils se sont dit, ben voilà le système. U, c'est le gène. Il me pousse à fumer, il me pousse à avoir le cancer. Enfin, il augmente mon risque de cancer, parce que c'est un gène particulier qui a plusieurs fonctions. Et en observation, oui ou non je fume, j'ai mesuré le taux de goudron, merci, sur le cancer. Or, je viens de voir que j'ai la formule. J'ai la formule qui me débarrasse de U, c'était juste celle d'avant. J'applique la formule sur ces données. Alors, les données quand même disent que tu as 85% de chance d'avoir le cancer quand tu fumes et 9% de chance d'avoir le cancer quand tu ne fumes pas. Bon, là, c'est une donnée un peu défaitiste. Mais voilà ce que disent les données que je viens de vous montrer. Bon, maintenant, j'applique la formule. Là, je vous laisse lire. Quand tu fumes, tu as 45% d'avoir le cancer. Quand tu fumes pas, c'est-à-dire quand tu arrêtes de fumer. Quand tu dis à quelqu'un qui fumait, arrête de fumer, il a 49% de chance d'avoir le cancer. Et quand tu dis à un non-fumeur de fumer, lui, il n'a que 45% de chance de... Voilà. Et il n'y a pas de tour de magie au sens, si vous acceptez les données et le graphe, et ce qu'on a fait, on obtient ça. Simplement dans les données, bon, vous pouvez regarder, il y a quand même un truc bizarre avec le goudron, etc. Bon, il y a un petit truc, mais vous voyez, voilà comment les statisticiens ont usé d'un discours fallacieux, trompeur, pour garder le monopole encore 20, 30 ans, et qui continue d'ailleurs aujourd'hui, hein, même si maintenant il est acquis que fumer est mauvais pour la santé, par d'autres moyens expérimentaux, pas par les données. Mais voilà un exemple édifiant qui vous montre que sans changer les données, j'arrive à dire que le fumer c'est bon.
Et alors, celui, et Patrice m'en voudra pas, c'est la discrimination. C'est quand même un sujet fondamental, la discrimination. Alors, homme-femme, de race, et c'est un sujet intarissable, hein, évidemment. Alors, vous vous rappelez la phrase, elle date des années 50, à qualification, à compétence égale, les femmes sont moins payées. Et là, quelqu'un répond, oui, mais à salaire égal, les hommes sont plus qualifiés que les femmes. Ou les femmes moins qualifiées que les hommes, à salaire égal. Mais alors, quelle est la phrase qu'il faut écouter? Alors, maintenant qu'on est un peu armé sur le truc, déjà, on peut voir que les deux phrases, qu'est-ce que ça veut dire? À qualification égale, les femmes sont moins payées. Ça se traduit par, quand tu fais des groupes de qualification égale, tu regardes le salaire de l'homme ou de la femme à cette qualification. Et là, ce que dit cette phrase, c'est que pour les femmes, non, pardon, pour les hommes, en moyenne, tu es mieux payé que les femmes, à qualification égale. Et là, tu fais la même phrase, mais sauf qu'on a inversé les deux variables. À salaire égal, les hommes sont plus qualifiés que les femmes. Ces deux assertions peuvent être vraies, parce que c'est des assertions probabilistes, mais pourtant elles choquent l'esprit. Alors, on va comprendre... alors, voilà le petit graphe, sexe, gender, donc le sexe, qualification, salaire. Alors, je vous ai mis des plus pour vous dire, moi j'ai tendance à penser que quand un homme est mieux payé, alors le G vaut 1, ça veut dire que c'est un homme, G vaut 0, c'est une femme. Donc c'est positif. Plus tu es un homme, plus ton salaire est élevé. Et là, en fait, le plus, c'est la causalité directe. Donc je vous donne la solution, quelque part. Hein. Il y a un effet positif direct entre sexe et salaire. Tu as déjà pris un a priori en mettant 1 à l'homme et 0 à la femme, dans le codage. Tout à fait. Mais je l'ai fait parce qu'en sinon j'aurais eu un moins et j'aurais plus de difficultés à parler, à expliquer. Moi, j'aime bien quand il y a des flèches que des plus qui font apparaître des moins. Alors, d'après vous, comment je mesure l'impact de G sur le salaire? Est-ce qu'il faut que je conditionne? Oui, parce que, alors attention, je veux l'impact devant une cour de juridiction. Ce qui compte en discrimination, c'est le lien direct. Hein. Ce n'est pas de la discrimination que les hommes soient plus qualifiés que les femmes et donc qu'ils aient un meilleur salaire, ça ne s'appelle pas la discrimination. Ce qui s'appelle la discrimination, c'est uniquement si devant moi tu es un homme ou une femme, peu importe ton dossier, si j'ai une tendance à préférer l'homme à la femme, il y a discrimination. Directe. Donc, si je veux le lien plus, je suis obligé de couper là, parce que l'eau coule. Donc, en fait, je vais utiliser la formule de départ, je vais conditionner par rapport à Q. Donc, je vais faire, en fait, et c'est donc nécessairement la première phrase. La première phrase. À qualification égale, quand vous dites ça, vous faites exactement couper, je contrôle la variable qualification et je ne récupère que le plus qui est là, enfin qui est d'ailleurs peut-être un moins, mais c'est un plus. Maintenant, la deuxième phrase, et c'est là qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'elle dit la deuxième phrase? Elle intervertit qualification et salaire. Et donc, si vous regardez bien, elle va regarder, en fait, comme tout est symétrique, elle regarde comment le sexe. En fait, le sexe agit sur la qualification égale, sur la qualification, et en plus, elle va conditionner à faire des groupes de salaires égaux. Mais là, c'est très compliqué. C'est que quand vous conditionnez par rapport à ça, vous ouvrez le chemin qui va de G à S à Q. Donc, vous êtes en train de faire plus quelque chose, parce que c'était plus, hein, les hommes sont plus qualifiés que les femmes, on va dire, dans ce modèle, et en même temps, vous rajoutez du moins, parce qu'en fait, ça devient corrélé négativement. En fait, la somme de deux trucs, je ne peux pas l'expliquer plus, hein, je comprends, moi, autant j'aurais pu me faire avoir par la phrase, mais après, dans le calcul, je vois que je mélange du plus et du moins, donc ce n'est pas étonnant que j'obtienne du moins. Mais la phrase, ce qui est marrant, c'est que cette phrase-là, la dernière phrase, là, elle n'a aucun sens mathématique, tout simplement. C'est-à-dire que ce que je calcule, je ne comprends même pas ce que je calcule. Vous voyez? Alors que pour nous, oui, ça pourrait tendance à parler de discrimination. Et je pense que pourquoi on l'interprète comme ça? Parce qu'à un moment donné, c'est l'histoire des flèches. Dans notre tête, on doit, je ne sais pas exactement, mais on doit, en fait, que ça, ce soit plus ou ça, ce soit plus, pour notre tête, c'est un peu pareil. Enfin, voilà,
j'arrive pas à vous expliquer pourquoi cette deuxième phrase, je sais pourquoi elle peut être négative. Donc à salaire égal, les femmes sont moins... non, à salaire égal, ils sont plus... Alors c'était quoi? Qualification égale, les femmes sont moins payées, mais à salaire égal, les hommes sont plus qualifiés. Cette phrase ne veut rien dire. Alors qu'on dirait qu'elle veut dire quelque chose, parce que le calcul montre en fait que je mélange des choses que je n'arrive pas à expliquer sur les graphes. Alors que pour là, c'était très clair. Hein. Je veux cette flèche, je coupe l'eau qui coule par là, et je récupère vraiment l'impact de la discrimination. Et d'ailleurs, voilà. Donc je vais maintenant, pas loin de... Peut-être, il me reste combien de temps, Patrice? C'est passé. D'accord. 5 minutes. Voilà. Peut-être simplement, donc en 2 minutes, hein, vous dire, il y a un résultat que je voudrais vous montrer, qui est très important. Alors, oubliez les équations. Ici, vous avez X, le traitement sur la maladie. Donc, toujours la même histoire. Mais vous avez 3 variables, Z1, Z2 et une troisième variable que j'appelle U. Et vous voyez qu'en fait, elle joue le rôle de variable de confusion. Alors, variable de confusion, ça veut dire celle qu'on veut éliminer parce qu'elles vont confondre ou corrompre ma relation que je cherche à... C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Or, imaginez que, en fait, le lien... Alors, en plus, ça, c'est même pas un réseau bayésien, c'est des équations structurelles linéaires. Mais en fait, là, quand j'augmente d'une unité x, y augmente de gamma 0. C'est ça, le gamma 0 que vous voyez ici, c'est ça l'impact causal de x sur y. Et ce qui se passe, c'est que si vous conditionnez, donc vous fermez le chemin par en haut, mais vous oubliez une variable, vous imaginez, il y a plusieurs variables de confusion, il suffirait d'en louper une, donc une de ces variables, pour voir le biais, c'est-à-dire l'erreur que je fais entre la vraie valeur et celle que je vais calculer, démultiplier. Et c'est ce qu'on appelle l'amplification du biais. Ce qui veut dire quoi? Eh bien, et je terminerai là-dessus peut-être, c'est de dire qu'en général, vous regarderez dans le futur, quand vous regardez un journal, même Le Monde ou n'importe quoi, en fait, les statisticiens disent, je regarde par exemple l'impact de tel médicament ou tel en nutritionnel, quand vous mangez des épinards, c'est bon pour la santé, ajusté sur le sexe et l'âge, pardon. Le sexe et l'âge, ça c'est le truc. Alors sexe, c'est là, âge, c'est là, donc ils ajustent toujours. Le fait d'oublier une variable font qu'en réalité, l'eau va couler beaucoup plus fort, là je ne peux pas vous l'expliquer, par cette variable, parce qu'en fait, il y a un facteur, on va diviser un terme par quelque chose qui peut être... Alors, en fait, tous les paramètres sont plus petits que 1. Mais en fait, là, il y a un truc qui va tendre vers, qui peut très bien tendre vers 0, qui va démultiplier. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'auriez pas fait, vous auriez fait Y sachant X tout court. Donc là, vous récupérez tous les biais qui passent par en haut. Il y en a 3. Hein. Vous récupérez celui-là, 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 qui se cumulent, hein, qui vont corrompre davantage votre résultat. Et bien, il vaut mieux ne rien faire que d'en oublier une. C'est ça l'idée. Mais comment savoir que vous n'avez pas oublié une variable latente qui impacte le traitement et qui en plus impacte la maladie? Par exemple, je vous disais votre santé, vos bagages génétiques, etc. Oubliez une de ces variables, vous faites n'importe quoi. Sur un exemple linéaire, très simple, on a un biais qui est démultiplié. Oubliez une de ces variables. Donc, en fait, pourquoi Pearl s'est tellement opposé à l'épidémiologie? Il a eu maille à partir avec beaucoup de médecins, etc. Même moi, j'ai vécu, par exemple, en épidémiologie. J'ai eu un projet, dès que j'ai parlé causalité, j'ai vu prof de médecine devant moi, blêmir, et regardez ailleurs, il est parti, il y a eu un froid. Pourquoi? Parce que j'étais en train de dire pour lui une énorme ânerie, déjà parler causalité. Et c'était un prof de médecine, enfin que je connais bien par ailleurs, maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'était en rhumatologie. Alors, en rhumatologie, c'est par exemple les fractures de la hanche chez les personnes âgées, c'est un effet... c'est un coût énorme hein, déjà pour l'assurance santé et évidemment pour les gens. Et donc, l'idée c'est de construire un espèce de graphe causal pour essayer d'avoir l'impact de psychotropes ou de médicaments inutiles pour des personnes âgées qui font que des personnes peuvent tomber parce qu'ils sont un peu étourdis ou voilà. Et voir qu'est-ce que ça pourrait faire en matière de santé publique de restreindre certains... Voilà. Bon, c'était un tabou, etc.
Donc, en réalité, toutes les études d'aujourd'hui sont toutes basées en ajustant sur sexe depuis un siècle. Et simplement, aujourd'hui, on se rend compte que si tu fais ça, tu prends un risque énorme. Enfin, et si tu prends le risque d'oublier une variable qui pourrait être reliée à X et reliée à Y, et tu fais n'importe quoi. Maintenant, je conclus en disant, je remercie Patrice d'avoir un peu dépassé, que je n'ai plus aucune confiance dans les études épidémiologiques basées observationnelles, avec les bonnes pratiques épidémiologiques. Pourquoi? Parce qu'il nous manque une représentation causale, et là on rejoint un peu la question philosophique, du monde entier. Je ne peux pas louper une variable. Si j'en loupe une seule, toutes ces statistiques, c'est pour ça que d'une année à l'autre, on apprend que le chou-fleur c'est bon. Ah ben non, finalement ça fait rien. Il y a une autre étude qui dit que c'est bon, et on n'arrête pas d'osciller. Pour ceux qui mangent bio, vous prenez les revues qui sont vendues données dans les magasins bio. Il y a pléthore d'analyses d'associations qui a essayé de démontrer à nouveau que c'était faux. Bon, voilà. On vit dans un monde, voilà, il faut s'en protéger. Et la meilleure façon, c'est déjà de comprendre les pièges dans ces paradoxes pour se forger une culture et des outils intellectuels déjà pour y faire face. Je vous remercie. Bon, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y aura quand même une ou deux questions dans la salle avant que Alex nous quitte? Merci. J'ai une question sur les graphes. Si jamais vous arrivez à avoir un cycle, comment est-ce que vous le gérez? Par exemple, si jamais le fait de jouer au golf, ça améliore mon statut social, avoir un meilleur statut social, ça améliore ma santé, et ma santé, ça me permet de jouer au golf. Alors, c'est une bonne question. C'est que dans les graphes acycliques, dirigés acycliques, donc qu'on appelle les réseaux bayésiens, par définition, ils sont acycliques. Et pourquoi ils sont acycliques? Parce qu'en fait, quand tu prends P de A et B, tu l'exprimes comme P de B sachant A fois P de A. Dans cette phrase-là, donc... et quand tu rends A est connecté vers B. Mais par contre, si tu l'écris comme P de A sachant B fois P de B, A est connecté. En fait, en réalité, les cycles ne peuvent pas exister quand tu prends une loi conjointe, tu la décris, comme le produit des variables sachant toutes les autres avant. Enfin, et ben, en réalité, tu n'obtiens pas de cycle. Une autre façon, donc, en fait, et comme c'était un support avant tout probabiliste, on ne pouvait pas avoir de cycle. Parce que la factorisation, il n'y a pas de cycle dans la factorisation. Enfin, autre remarque. Il peut y avoir des cycles en causalité en économie, par exemple. Mais simplement, ils ne sont pas capturés par les réseaux bayésiens. Et on parle dans ce cas-là de causalité à l'équilibre. Alors que là, on n'a pas un système à l'équilibre où X agit sur Y qui agit sur X. Et on attend que ça s'équilibre pour voir comment X agit sur Y et Y agit, mais au point d'équilibre. Alors il y a des travaux sur la causalité dans les systèmes dynamiques, où là, cette notion est abordée, mais il faut voir que dans cette réciprocité, il y a un aspect de temps. Donc en fait, si tu prends l'aspect temporel, le cycle, en fait, quand tu reviens, c'est ta variable à l'instant t plus 2. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'on obtient, Patrice connaît bien, les réseaux bayésiens dynamiques. Donc là, les variables, c'est à l'instant t. Donc en fait, le t est connecté vers t plus 1, t plus 2, et donc en fait, il y a une fuite en avant, comme les réseaux de neurones feed-forward. Je parlais des réseaux de neurones tout à l'heure. Récurrent, ben, là du coup, ça devient plus compliqué parce que tu as des récurrences et l'information peut tourner à l'infini. Enfin, on ne traite pas la récurrence, on ne la traite pas dans les modèles causaux. Mais il y a avant tout une question probabiliste. Pourquoi les réseaux bayésiens sont acycliques? Parce que dans la factorisation classique des lois de probabilité, la cyclicité n'apparaît pas. Philippe? Oui, il y a aussi un théorème sur l'avalanche des données qui dit que plus on a de données, plus on peut corréler tout et n'importe quoi. Ouais. Donc est-ce que c'est des choses dont vous tenez compte? Non, ça c'est des trucs statistiques. Ce qui est tout à fait vrai, c'est que moi j'ai mon explication. Hein. Il y a nécessairement toujours... Alors oui, l'histoire des caméras vidéo... Bon, mais en fait, je me faisais penser à ça, c'est qu'il y a nécessairement un gagnant. Il y a nécessairement un gagnant en loto. Il y a nécessairement un gagnant en loto. Je veux dire par là, si vous prenez, parce que moi j'ai travaillé avec 800 000 variables, pour la corréler à... Oui, mais il y avait un enjeu tellement important, c'était un brevet sur une nouvelle molécule contre le seul médicament, détecter si oui ou non il faut le donner au patient, parce que le médicament il a des effets secondaires, et donc voilà. 800 000 variables parce qu'on rentrait pas dans les gènes, mais dans les lettres, dans les allèles.
c'était les polymorphismes d'allèles, c'est-à-dire comment les allèles, enfin les mots des gènes, les lettres du gène, peuvent être altérées et la répercussion sur 800 000 variables, 700 individus, et vous voulez savoir si c'est corrélé à la guérison. Et bien dans les 800 000 variables, il se passe le problème que les mathématiciens bien par hasard, il y a des variables qu'on va trouver très très corrélées à ce qu'on cherche à prédire, et c'est simplement du hasard. C'est-à-dire que vous avez tellement de variables, c'est les études, les comparaisons multiples. Vous faites des tests multiples, pour ceux qui connaissent. À un moment donné, il faut corriger ton erreur. Il y a les Ben-Faroni, le truc de Ben-Faroni, je ne sais pas si les gens connaissent. C'est plus tu fais de tests, plus il y a de variables, plus tu as de chances de trouver une variable corrélée accidentellement avec ce que tu cherches à prédire. Comme le loto. Il y a nécessairement des gagnants au loto. Et pourtant, l'erreur, c'est de dire le gagnant au loto a une martingale, c'est pour ça qu'il a gagné. Non, c'est le hasard. Nécessairement, il y a tellement de gens qu'à un moment donné, le chiffre qui va écrire son papier, c'est le gagnant du loto. Donc c'est comme le gagnant du loto, il y a des colonnes, des variables, qui vont être corrélées par accident avec ce que je cherche à prédire, et là, je ne peux rien faire. Si j'ai trop de variables par rapport aux individus, mais ça c'est bien connu en stats, si j'ai trop de variables et pas assez d'individus, je vais trouver des variables par accident, 800 000 c'est énorme, qui vont être par accident corrélées avec ce que je cherche à prédire. Et moi, je veux dire cette variable, elle est importante, alors que c'est du hasard. C'est en lien avec les je ne sais pas si ça répond. Sur la malédiction des dimensions. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle la malédiction des dimensions, c'est-à-dire vous êtes en un espace trop grand, vous allez trouver des artefacts, enfin des choses qui sont fausses en fait, mais le problème c'est quand on les interprète, c'est là. Donc on n'a pas le droit de travailler en très grande dimension. Une dernière question. Je ne sais pas si ma réponse vous a convaincu. Merci pour la présentation. J'ai juste une question sur les modèles robustes justement au biais de sélection ou aux données manquantes. Je n'ai pas parlé de, justement, il m'a manqué 1h30 pour parler des données manquantes. Alors, je peux simplement vous montrer. Alors, bon, voilà, ça c'est une étude par exemple réelle sur ce que je vous disais, c'est prendre un psychotrope. Est-ce que oui ou non il faut le proscrire chez les personnes âgées pour éviter qu'elles se fracturent la hanche. Bon, là, ce n'était pas les données manquantes, mais il y a une variable latente et une variable de sélection. Sélection vaut 1, ça veut dire que la personne a été sélectionnée, elle a répondu au questionnaire. S0, elle n'existe pas dans mon questionnaire. Mais pourquoi les personnes sont venues répondre à mon questionnaire? Ça dépend de leur âge. Chronicle disease, c'est plus tu as de maladies chroniques, moins tu as de chances de répondre au questionnaire parce qu'il faut venir au laboratoire pour répondre. Plus tu es âgé, moins tu as de chances de venir. Alors, ça, les biais de sélection, le problème de la biais de sélection, c'est que S vaut 1 toujours. Puisqu'en fait, dans les données que j'ai récupérées, c'est les gens qui ont oui répondu. S veut dire tu as répondu. Mais le problème, c'est que S est connecté à l'âge et à ça. Alors maintenant, on parlait des données manquantes. Donc là, par exemple, on voulait savoir si j'agis sur le médicament, est-ce que ça guérit? Alors les données manquantes, alors on représente ça par ça. C'est-à-dire qu'en réalité, sexe, qualification, expérience, income, salaire. Qualification est une donnée manquante, mais en fait, dans la colonne qualification, moi j'ai toujours des données. Parfois, mais parfois j'ai missing, simplement la case est vide. Donc en fait, Pearl dit, je vais augmenter mon réseau bayésien en disant, en fait ma colonne, ce que j'observe, elle est jamais manquante la colonne. Il y a écrit une colonne avec parfois des données qui manquent. Quand ça manque, je mets manquant. Je mets le symbole M. Par contre, quand c'est pas manquant, je mets la valeur, la vraie valeur. Donc en fait, ce qu'il dit, on observe toujours la colonne, mais R, c'est une variable qui vaut oui ou non. RQ est manquant, vaut 1. Dans ce cas-là, j'efface et je l'ai manquante. Vous voyez? Donc en fait, j'introduis un mécanisme de données manquantes, ça s'appelle la missingness mechanism. Là, et maintenant, la raison pour laquelle la variable Q est manquante peut dépendre du sexe, de l'expérience, etc. Et là, j'ai un graphe augmenté avec les vraies valeurs observées, les valeurs manquantes qui sont bien dans mon tableau, et des variables supplémentaires qui valent oui ou non si la valeur est manquante. Maintenant, la question, c'est comment ces valeurs de décision, elle est manquante ou pas manquante, ou tout à l'heure, c'était la variable S, oui, tu es dans les données ou pas dans les données, elle est connectée aux autres variables que je cherche à mesurer. Et là, on rentre dans les mécanismes de correction de biais dans les données manquantes. Alors, il faut que tu fasses des hypothèses, par exemple, pour ceux qui connaissent, est-ce que
est-ce que c'est alors, on dit que c'est MAR, MCAR, enfin je ne sais pas si tu connais, ça veut dire, est-ce que le fait que la donnée soit manquante dépend des données? Est-ce que tu ne réponds pas au salaire, quand on te demande ton salaire, à cause de ton salaire? Si c'est le cas, c'est un biais le plus compliqué possible et tu ne pourras jamais faire de bonnes inférences. Mais il y a quand même des cas très très particuliers où par exemple, alors là, bon Patrice ne va pas m'aimer, mais il y a deux variables x et y, elles sont toutes les deux manquantes, partiellement. Mais la raison pour laquelle y est manquante dépend de x, et la raison pour laquelle x est manquant dépend de y. Alors il faut imaginer un scénario. Qualification, impact salaire. Mais je ne réponds pas au salaire parce que plus je suis éduqué, moins je réponds au salaire. On va dire ça comme ça. Et plus je gagne d'argent, moins je réponds à la qualification. Voilà. On peut imaginer un scénario comme ça. Ça s'appelle le pire des cas. La raison pour laquelle les données sont manquantes dépend des données. Et ça, normalement, tu prends un statisticien, il te dira, on ne peut pas trouver la probabilité du Y sachant X non biaisée. Parce qu'en fait, tu as des données manquantes. Et l'équipe de Pearl a montré un truc dingue. Il montre que sur cet exemple-là, enfin sur d'autres aussi, c'est magique. P de XY, enfin là, ce n'est pas la causalité, mais la causalité en découle. La loi jointe de XY, tu peux l'écrire en fonction des variables R et observer que... Alors c'est là, bon, peut-être qu'il me manque quelques minutes, hein, mais R vaut 0, ça veut dire que Y est observé. Donc si tu prends une expression où tu as les variables partiellement observées, et tu arrives à l'exprimer avec des expressions où XY, sachant que X est observé et que Y est observé, et que toute ton expression, tu peux dire, sachant que je les ai observés, donc en fait, il faudrait transformer XY en XY. XY, tu ne l'as pas, parce qu'en fait, ce que tu as, c'est un peu comme le biais de sélection. Ça, c'est biaisé. Par contre, il faudrait trouver une expression qui exprime XY en quelque chose où tu peux utiliser le jeu de données avec que les données observées. Et par contre, cette expression n'est pas du tout tu élimines les données manquantes. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. Là, manifestement, tu as une espèce d'expression, tu ne l'auras pas trouvée. Et là, tu arrives à débiaiser la loi jointe. Et là, tu peux faire pareil avec la causalité. Tu peux faire un Y de ou de X. Enfin, mais là, bon, là, je le fais à l'arrache en une minute. Tout ça pour te dire que tu peux inclure les mécanismes de données manquantes dans le graphe avec un expert. Surtout pas, tu ne peux pas l'apprendre, hein, des données. L'expert peut te dire, je pense que les gens n'ont pas répondu parce qu'ils ont peur de donner leur salaire. Et si tu fais ça, tu l'intègres dans ton modèle, et tout ce qu'on vient de voir avant, tu peux arriver à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu as des incertitudes, tu peux même avoir des intervalles de confiance. Par exemple, je ne sais pas si cette flèche, elle doit être là comme ça, bah, tu fais les deux, et tu fais des espèces d'intervalles, et tu dis, j'estime que l'impact d'U de X sur la guérison est compris dans un intervalle. J'ai intégré un mécanisme de données manquantes, mais j'ai des incertitudes sur les paramètres, etc. Donc tu essayes de faire au pire cas, etc. Mais tu peux représenter le mécanisme de sélection et les mécanismes de données manquantes, avec toutes les variables latentes du monde. Bon, je vais être obligé d'interrompre parce qu'il faut qu'on libère la salle. Merci encore, Alex, du temps.